Chers amis, très content de vous retrouver pour un autre épisode du podcast Jamais assez. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Jamais assez présenté par Café Barista et Physio Vélo. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Alexis Goujon. Alexis Goujon, c'est un physiothérapeute passionné, mais c'est aussi la personne derrière le podcast Parle-moi de santé. Alexis, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai démarré un podcast. Après être allé à son propre podcast, j'ai trouvé qu'Alexis était un excellent intervieweur et je vous invite, si vous êtes intéressé par la santé, Alexis a un podcast incroyable, Parle-moi de santé, où il reçoit des dizaines d'experts. Alexis, c'est un gars qui est extrêmement bien préparé dans ses entrevues, puis ça m'a beaucoup inspiré. Donc, allez jeter un coup d'œil à ce qu'il produit. C'est vraiment, vraiment du travail de très grande qualité. Pour revenir à notre conversation, aujourd'hui, Alexis et moi, on discute de plusieurs enjeux. Je pense que l'enjeu le plus important dont on va discuter, vous allez sentir ça, là, c'est l'incertitude qui entoure la profession de la santé. Quand on est un professionnel de la santé, on apprend énormément de trucs à l'université, on apprend énormément de trucs dans nos formations, mais il reste que le plus important, c'est de pouvoir naviguer l'incertitude, de pouvoir bâtir une relation thérapeutique solide avec nos patients. Et c'est vraiment un sujet qu'on a exploré ensemble. C'est des questions qu'Alexis se pose dans sa propre pratique. Alexis est aussi un grand sportif, passionné de ski de fond. Alexis, à travers certaines de ses blessures, a pu se questionner sur la douleur chronique, les mécanismes qui influencent la douleur chronique. Si vous avez un petit bobo, un gros bobo, peu importe, la conversation qui suit va être super intéressante pour vous pour comprendre les mécanismes qui influencent la douleur. Sur un autre sujet, on va aussi discuter de la théorie de l'autodétermination. Qu'est-ce qui fait qu'on est satisfait dans notre travail, dans notre vie? On va aussi parler des biais d'identité. On va parler du livre Think Again de Adam Grant. On a eu une conversation vraiment super enrichissante. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié mon temps avec Alexis dans cette conversation et j'espère que cette conversation-là sera aussi intéressante pour vous. Sans plus tarder, voici notre conversation. Bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui est rendu possible grâce au soutien de Café Barista. Si comme moi, vous êtes un geek, un passionné de café qui ne regarde pas la dépense, lorsque vient le temps d'acheter une excellente machine à café, un moulin à café ou même du café en grains, eh bien, Café Barista est l'endroit pour vous procurer de l'équipement de qualité pour rehausser tous vos matins, vos après-midi, vos soirées avec la meilleure expérience café possible. Et aujourd'hui, Café Barista a le plaisir de vous offrir 15 % de rabais sur toutes vos commandes en ligne. 15 % de rabais sur tous les produits, les machines, les moulins, excluant les produits Rocket Espresso. C'est donc dire que vous pouvez vous procurer dès maintenant le meilleur équipement possible avec 15 % de rabais avec le code promo PhysioVélo, en plus de nous aider dans notre projet de podcast Jamais assez. Cet épisode du podcast Jamais assez vous est présenté par les formations en bike fitting de Physio Vélo. Pour un temps limité, économisez 10 % sur l'ensemble de nos formations en e-learning en utilisant le code promo PhysioVélo lorsque vous passez à la caisse. La clinique Physio Vélo offre des formations en bike fitting depuis 2018. Nous avons accueilli plus de 500 étudiants afin d'expliquer, afin de démontrer, en fait de pratiquer, afin de donner toutes les connaissances nécessaires aux passionnés de vélo pour faire du bike fitting, pour recevoir des clients en clinique. Que ce soit des clients comme Primo Vélo, Decathlon Canada et tous les physiothérapeutes et les kinés en Europe, en France, en Belgique et au Canada qui se sont formés avec nos formations en ligne. Tout notre contenu éducatif permet aux passionnés de vélo de prendre en charge des cyclistes en clinique ou en boutique vélo afin d'optimiser leur positionnement. Sachez aussi que nos formations en ligne permettent aux étudiants qui ont terminé le curriculum d'assister à nos cours en classe pour venir perfectionner toute leur habileté de bike fitting en laboratoire pratique lors de nos formations au Québec et en France. N'oubliez pas d'utiliser le code promo PhysioVélo pour économiser 10 % sur nos formations en ligne lorsque vous passez à la caisse. Alexis, une des choses par rapport à naviguer l'incertitude, on en a parlé tantôt avant que l'enregistrement débute, tu me dis, avec l'expérience, on devient de plus en plus confiant qu'on peut aider un patient, même si on n'a pas exactement le traitement clé. Est-ce que c'est... Comment on pourrait parler aux jeunes physios, aux jeunes professionnels de la santé qui ont de la misère à s'engager, par exemple, dans la relation avec un patient alors qu'ils n'ont pas toutes les clés pour... Ils n'ont pas nécessairement confiance en leurs compétences en termes de traitement. Ouais. Sur quoi on peut focusser pour gagner de la confiance dans notre relation avec le patient?
Oui, il y a comme 2 points dans ta question. Il y a l'aspect comme confiance, relation thérapeutique, puis comment, malgré le fait qu'on n'a pas un diagnostic précis, comment aider quelqu'un quand même. Je pense qu'on est obsédé dans le monde des blessures puis de la douleur à savoir exactement c'est quoi le problème. Puis, tu sais, si tu es à jour avec la science actuelle sur les blessures, on considère que c'est souvent difficile d'identifier exactement la cause de quelque chose parce que on voit que c'est multifactoriel. Mais, tu sais, grosso modo, la clé pour. Tu sais, on s'entend. Une fois que tu as éliminé qu'il y a quelque chose de grave, là, le patient, il n'y a pas de ce qu'on appelle les drapeaux rouges. Là, tu sais, le patient ne va pas mourir, puis il n'y a pas quelque chose de systémique, il n'y a pas d'infection. Bref, tu es vraiment dans quelque chose de musculo-squelettique, là, les douleurs physiques. Tu sais, peut-être 30 à 50 de la job, c'est établir une relation de confiance avec la personne qui est devant toi. Fait que c'est quoi des vecteurs d'établir la relation de confiance? Bien, à mon avis, il y a quelques piliers. Premier pilier, c'est d'établir les attentes du patient. Patient-client, là, peu importe comment on veut l'appeler. Puis non seulement d'établir les attentes, mais de s'assurer que tu es vraiment allé au bout d'établir les attentes. Oui. Parce que souvent, on va demander, par exemple, c'est quoi vos attentes les plus importantes pour notre première séance aujourd'hui? Ils vont répondre quelque chose d'autre, puis on est comme parfait. Mais moi, je demande, est-ce qu'il y a d'autres choses qui est important? Puis je pense qu'il faut vraiment aller au bout. Puis les gens, des fois, ils ont peur de manquer de temps, mais ils ne réalisent pas que c'est un investissement sur le long terme. Fait que établir les attentes, remplir les attentes, prioriser les attentes peut-être s'il y en a trop, puis à la fin de la première séance, faire une évaluation de si tu as répondu aux attentes. Fait que de repasser sur, OK, il m'avait demandé ça, c'est ça le plus important pour la première séance, j'ai-tu accompli ça? Puis là, ça confronte ce que moi, je pense qu'on devrait faire la première journée avec ce que le patient pense qu'on devrait faire la première journée. Fait que ça, c'est une affaire, clairement les attentes. 2, établir des objectifs, des bons objectifs. Ne plus avoir mal, ce n'est pas un objectif, tu sais. Pourquoi? Fait que, tu sais, c'est le fameux pourquoi. Puis Ouais. c'est d'aller comprendre, tu sais, en anglais, ils disent le big why en majuscule, tu sais, W-H-Y majuscule. Puis c'est de comprendre, grosso modo, c'est quoi la raison émotionnelle qui pousse quelqu'un à aller voir un professionnel de la santé, tu sais. Oui, tu as été ici parce que tu as mal, mais si tu avais juste mal puis ça te dérangeait pas trop, tu sais, il y a plein de gens qui ont mal puis sont chez eux, ils sont pas devant moi. Fait que pourquoi toi, tu es ici? Ben moi, j'ai mal parce que ça m'empêche de faire ça. Puis c'est quoi ça? Ben c'est jouer au soccer, faire de la course, faire du ménage. OK, mais pourquoi faire du ménage, c'est important? Ben recevoir ma famille, pouvoir avoir mes enfants à la maison, pouvoir jouer avec mes enfants. OK, tu sais, tu es déjà dans quelque chose de plus émotionnel. Fait que moi, j'aime ça trouver la raison, j'appelle ça la raison émotionnelle de consultation. Fait que ça, c'est le fameux why. Fait qu'il faut établir ça. Il faut faire un plan de match avec le patient la première journée qui est centré autour de ce why-là. Fait que ça, je pense que c'est les éléments clés. Puis après ça, c'est beaucoup les soft skills. Là. On parle d'habileté de communication puis de relations qui ne sont pas nécessairement... On n'apprend pas ça à l'école. Il y a une grande partie qui est peut-être innée ou qui se travaille, mais qui est beaucoup en lien avec nos traits de personnalité. La facilité de quelqu'un à établir une relation de confiance, à se sentir bien avec quelqu'un. Ça, il faut maximiser ça la première journée. Puis ça peut être par... C'est de la connexion qu'il faut. Fait que c'est de trouver un lien avec la personne, peut-être des intérêts communs. Ça peut être difficile selon les types de personnalités. Il y a des personnalités qui sont très introverties, qui ne vont pas beaucoup donner de bagages. Ils ne donnent pas beaucoup de jus sur lequel on peut tirer pour essayer d'établir une relation de confiance. Mais il faut quand même essayer d'établir une relation qui est minimalement viable pour établir un plan de match ensemble. Fait que, honnêtement, là, c'est les 3 piliers pour moi. Les attentes, les objectifs, puis établir une relation de confiance. Puis idéalement, le outcome de ça à la fin, c'est que le patient, il part avec une espèce de « Ah, je me sens bien ». Puis si tu lui demandes, après la première séance, tu demanderais-tu à ta conjointe ou à ta sœur de venir voir Alexis? Bien, il devrait dire oui. Puis ça, tu sais que tu as eu comme une bonne première impression. Puis ça, pour moi, c'est 30 à 50 de la job pour aider quelqu'un. Puis après ça, ben, dans l'espèce d'élément d'incertitude, tu sais, on sait qu'est-ce qu'il faut faire. On sait les grands principes de qu'est-ce qu'il faut faire pour aider quelqu'un qui a mal. On sait les choses à ne pas faire. Avant d'aller dans la douleur, là, moi, Ouais. j'ai juste un point super important parce que je pense qu'il faut rester optimiste. Moi, j'ai pas toujours été bon d'en faire ça. Tu parles de la première séance, mettons? La relation patient. Ouais. Moi, je pense que c'est super important d'exprimer aussi que c'est des skills qui s'apprennent. Tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'on dit tout le temps que le savoir-être, c'est inné. Là. Ouais. Mais moi, je pense qu'il y en a une mini-partie qui est innée, puis c'est trop
pessimiste de dire... Ah, il y en a beaucoup qui se développent, c'est ça. sûr. Ben oui, c'est vraiment clairement. important, je pense, de dire que au fil des 10 dernières années que j'ai pratiqué la physiothérapie, la chose que j'ai améliorée le plus, honnêtement, puis souvent, je dévalorise un peu mes skills de physiothérapeute. Pur, là. Pur, Ouais. parce que je me suis consacré à une profession qui est hyper nichée, puis Ouais. Très physique, technique. très technique. Donc, mais une des choses que je suis vraiment confiant que j'ai améliorée, c'est ma relation thérapeutique. Puis Ouais. des fois, mes collègues me le reflètent. Puis la première chose que je leur dis, c'est j'ai vraiment pas toujours été de même. Ouais. Parce que c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Tu sais, valider ton patient, l'écouter pour vrai, essayer d'oublier de toi où ce que tu veux t'en aller. Tu sais, oublier toi, là, qu'est-ce que tu as envie de faire avec ton patient pour l'aider. Parce que au final, c'est pas si relevant que ça, toi, en tant que thérapeute, qu'est-ce que tu as envie de faire avec ton patient. Parce qu'il faut que le patient, Faut qu'il embarque. faut qu'il embarque, faut qu'il décide, lui, qu'est-ce qu'il a envie de faire. Parce Exact. qu'il vient te voir, puis il veut que tu sois son guide. Entre guillemets, il y en a qui veulent des trucs plus passifs, il y en a qui veulent des trucs plus empowering ou ce qui vont être impliqués. Mais je pense que c'est super important parce que même toi, en travers, tu sais, même le podcast, tout ça, je suis certain qu'il y a plein de ce qu'on appelle, entre guillemets, des soft skills. Je suis pas sûr qu'on devrait peut-être appeler ça comme ça. C'est juste des skills là, vraiment super importantes. Vraiment, exact. Parce que tout le monde le sait qu'il y a certains... Des fois, on dit que ça clique ou ça clique pas avec dans une relation autant personnelle qu'avec un professionnel de la santé. Je veux juste laisser ça sur une note positive de dire aux gens que ça s'améliore vraiment. C'est clair, ça s'améliore. Puis c'est sûr que dans le curriculum universitaire, on n'a pas toujours le temps d'explorer tout ça parce que je pense qu'il faut donner les bases pour que les gens soient sécuritaires. Ouais, ben oui, exact. Puis c'est un processus parce que souvent, les gens, ils vont dire, mais comment ça, on n'a pas appris ça, tout ça à l'école? Mais, tu sais, faut que tu rampes avant de marcher à quatre pattes, puis il faut que tu marches à quatre pattes avant de marcher, il faut que tu marches avant de courir. Fait que c'est tout un processus. Tout ce que tu apprends à l'école, c'est nécessaire pour bâtir tes blocs de pyramide, pour arriver sur le marché du travail, puis juste finalement réaliser que le marché du travail, là, c'est l'école encore. Tu apprends. C'est juste que maintenant, tu es payé pour apprendre, puis tu es sécuritaire pour apprendre. Fait que, tu sais, tant qu'à ça, on va aider des gens, puis en même temps, on va continuer d'apprendre pour être encore meilleur à chaque personne qu'on rencontre. C'est vraiment super important. Je pense que tu as dit le point de continuer à apprendre. Puis j'ai pas l'impression que quand on finit l'école, on a toujours ce mindset-là de vouloir continuer. On n'a pas l'impression que on a l'impression que c'est la fin de l'apprentissage, puis là, on va comme juste mettre en application tout ce qu'on a appris, alors que finalement, tu sais, toi, tu es quelqu'un qui a fait des projets en dehors de la physiothérapie, mais je pense que c'est super important d'arriver avec le... Puis c'est vraiment insécurisant parce que tu aimerais ça, sortir de l'école, puis te sentir en sécurité, puis te sentir compétent, confiant de tes aptitudes. Puis je pense que c'est comme une drop que tout le monde prend quand il arrive sur le marché du travail, peu importe quelle profession ils vont faire. Que quand ils arrivent sur le marché du travail, ben ils réalisent qu'ils savent pas tant de choses que ça. T'sais. Ouais. Mais c'est challengeant aussi quand tu réalises que tu vas continuer de toujours apprendre des choses, puis que chaque fois que tu atteins un niveau, un genre de plateau de confiance que tu es comme « Ah, là, je suis vraiment confiant dans ma pratique », tu vas avoir des cycles de remise en question, puis moi, je pense que c'est bénéfique. T'sais. On a besoin de ça, puis le cerveau humain, là, il ne peut pas se contenter de quelque chose de stable, puis comme un état où on dit qu'on a finalement atteint quelque chose. C'est comme quand les gens ils disent « C'est quoi ton but dans la vie? » Mais comme si on avait un but fixe, puis que si on arrive là, on était satisfait. C'est des buts intermédiaires, puis c'est un processus. C'est la même chose avec la pratique, là. Peu importe le domaine, tu as un processus d'apprentissage, puis tu vas remettre en question, puis ces processus de remise en question sont super importants pour l'apprentissage. Puis comment on fait pour convaincre comment on fait pour convaincre les gens, même les patients, là, en premier lieu, les gens qui ont de la douleur, que le fait de créer une relation thérapeutique efficace avec eux, c'est 30 à 50 du succès. C'est de l'intangible. Ouais. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est peu avoir mal pour reprendre leur objectif X de courir 2 fois semaine. Ouais. Comment on fait pour convaincre les thérapeutes puis convaincre les patients que de prendre le temps de créer cette relation-là, c'est aussi important ou sinon la base de tout le reste? T'sais. Moi, j'explique ça quand même simplement, OK? Puis je le fais un peu en reverse engineer. Fait que, grosso modo, c'est une blessure ou une douleur. Au final, il y a des comportements qui sont malsains que tu ne dois pas faire pour aller mieux. Et il y a des comportements adéquats qu'il faut maximiser pour aller mieux. Le comportement, c'est quelque chose qui s'influence, puis qui se modifie, puis qui change. Et on peut faire un lien avec la motivation là-dedans, parce que pour changer quelque chose que tu fais mal, si tu fais quelque chose de mal par rapport à ta blessure, il faut que tu sois motivé à le changer.
Puis la motivation, ben, c'est drivé par plein de choses, mais entre autres, si tu as une relation de confiance avec quelqu'un qui t'a un peu expliqué le plan de match pour guérir, mais tu vas probablement plus adhérer au plan de traitement si tu as confiance en cette personne-là. Tu ne vas pas faire quelque chose que quelqu'un te dit si tu n'as pas confiance en cette personne-là. Fait que, si on voit un peu le reverse engineer, c'est que tu arrives au final à devoir adhérer à un plan de match. Puis le plan de match, il inclut des choses à faire puis des choses à ne pas faire. Mais pour adhérer à ce plan de match-là, il faut que ça ait été expliqué puis démontré puis comme bâti en relation avec quelqu'un. Fait que c'est un partenariat entre deux personnes. Puis pour que cette adhérence-là soit maximisée, il faut que tu aies confiance. Et c'est là qu'on arrive à la relation de confiance, la relation thérapeutique, c'est comme le pilier. Sans ça, il n'y a pas grand-chose qui peut évoluer vraiment très bien. Tu sais, je ferais peut-être un bémol. Il y a des problèmes très simples que des fois, juste le temps va faire bien les choses. Mais tu sais, si on parle de problèmes chroniques ou de trucs un peu plus sérieux qui nécessitent vraiment un plan de match adéquat, il faut que le plan de match soit appliqué. Puis pour ça, ça prend de l'adhérence. Puis pour ça, ça prend une bonne relation. Puis toi, personnellement, t'es-tu sorti de l'université en ayant cette approche-là, cette confiance-là que c'était aussi important, la relation thérapeutique? Moi, personnellement, honnêtement, c'est quelque chose que j'ai découvert à tort et à travers des erreurs probablement qu'on a fait dans notre prise en charge. Mais je suis curieux de savoir si toi, c'était quelque chose que déjà tu avais réfléchi ou que rapidement, c'est quoi le point tournant où tu as mis ça de l'avant? T'as-tu fait des erreurs dans tes prises en charge de patients? Ouais, ben oui, c'est sûr, j'ai fait des erreurs, j'en fais encore. C'est juste que les erreurs que je fais sont pas c'est pas des erreurs de sécurité, tu sais. Fait que c'est plus des erreurs de comme, ça, tu vois, je suis allé trop vite vers quelque chose de personnel pour challenger un patient, puis on n'avait pas encore bâti la relation nécessaire assez solide pour ça. Mais, tu sais, qu'est-ce qui a évolué? Ben, clairement, la relation thérapeutique, je sous-estimais son importance ou je savais pas à quel point c'était un gros bloc de cette pyramide-là. Fait que quand j'ai commencé, moi, je pensais que la chose la plus importante dans un premier rendez-vous, c'est que le patient reparte avec moins de douleur qui est rentré. Moi, c'est la chose que j'avais en tête. Le patient doit repartir avec moins de douleur. C'est un objectif difficile à remplir. Ben, c'est un objectif difficile. Tu te mets beaucoup de pression. Puis quand tu n'as pas le résultat souhaité, ben, tu ne te trouves pas compétent. Puis, si on parle de motivation, tantôt, on va voir que le sentiment de compétence à faire quelque chose, c'est un immense vecteur de motivation ou démotivation si ta compétence est frustrée. Fait que c'est vraiment challengeant. Fait que, maintenant, pour moi, l'objectif de la première séance, là, c'est établir une relation de confiance avec quelqu'un, avoir une évaluation qui est minimalement viable, avoir une bonne idée de ce que c'est le problème, d'avoir une idée des vecteurs pour guérir le problème, puis d'embarquer le patient dans le plan de match. Au final, le patient va falloir qu'il revienne pour qu'on le voit puis qu'on l'accompagne jusqu'au bout. Fait que notre job, c'est de l'embarquer dans le plan de match puis de s'assurer qu'il va aller jusqu'au bout de ses objectifs. Fait que c'est peut-être ça qui a évolué un petit peu dans ma perception de ce que je pense sur l'importance de cette relation thérapeutique. Si on revient un petit peu sur ton parcours, je sais que tu es allé donner un cours à l'université aux finissants. Puis je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu leur as dit, puis à quel point... je suis curieux de savoir comment tu t'es senti, moi, la première fois que je t'ai retourné donner un truc à l'université. Ouais. Je me sentais encore... Je ressentais encore l'émotion que j'avais quand j'étais assis à la place des étudiants, puis ça faisait comme 5-6 ans que j'avais quitté. Fait que je suis curieux de savoir, toi, tu t'es senti comment, puis qu'est-ce que tu es allé faire, qu'est-ce que tu leur as dit, qu'est-ce que tu t'es dit qui était pertinent de leur dire en tant que finissant? Ouais, en fait, j'ai été invité, c'était pas un cours, c'était comme une conférence, là, grosso modo. Là. J'ai été invité par la directrice du programme de physio à l'Université Laval. On s'est rencontrés au sommet de la physio cet automne 2022. Puis elle m'a dit, on a le colloque des finissants. Fait que c'est la journée où tout le monde présente leur projet de maîtrise, puis tout ça, puis il y a un cocktail. Puis ils ont tout le temps un conférencier ou conférencière au début de la journée. Puis elle voulait quelque chose d'inspirant pour motiver les troupes. Un peu un espèce de message d'espoir pour la suite. T'étais le Steve Jobs, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle m'a dit, veux-tu monter une conférence d'1 heure? Fait que j'ai dit oui, évidemment. Moi, n'importe quelle opportunité de parler avec les gens, d'échanger, c'est toujours enrichissant. J'apprends autant qu'eux peuvent apprendre, Fait que, grosso modo, le vecteur ou l'espèce de ligne directrice de la conférence, c'était comment faire de la physio différemment ou comment développer sa pratique unique en physio. Comment faire son propre chemin, finalement. Parce que moi, j'ai un parcours qui... oui, je suis physio, c'est la base de ce que je fais, c'est de la clinique, c'est d'aider des gens à aller mieux. Mais je fais plein de choses on the side. J'aime ça, la communication, la vulgarisation, l'enseignement, le transfert de connaissances. Fait que, moi, je leur ai parlé de ça, puis je leur ai dit, grosso modo,
de un, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez dans le monde de la physio. Il faut juste avoir des passions, puis il faut savoir c'est quoi les vecteurs de motivation à faire quelque chose. Fait que, j'ai beaucoup parlé de la théorie de l'autodétermination sur la motivation. C'est quoi qui fait qu'un être humain est motivé? C'est quoi de la bonne motivation? C'est quoi de la moins bonne motivation? Puis j'ai fait des parallèles avec mes projets pour leur expliquer grosso modo, ben c'est pour ça que moi, je suis encore motivé à faire un podcast sur mon temps, en bonus. Grosso modo, c'est pas mal du bénévolat, là. Puis j'ai fait le lien avec les 3 besoins psychologiques de l'être humain, compétences, affiliation sociale et autonomie, merci. Puis je leur ai dit, c'est pour ça que je continue à être motivé, mais avant, je ne le comprenais pas, ça. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais de l'énergie et du plaisir à faire des choses, même si ce n'était pas rémunéré. Fait que, grosso modo, c'était un message un peu comme ça. Puis de les encourager à, s'ils ont des idées puis des projets, d'aller au bout de ces affaires-là, parce que si ça génère du plaisir puis du sens, puis qu'il y a comme une espèce d'objectif, puis, comme ça a du sens pour eux de faire quelque chose, probablement qu'ils sont sur une bonne lancée pour faire quelque chose d'intéressant, pour être heureux à le faire aussi, là. Ils sont chanceux d'avoir eu ta conférence, honnêtement. Félicitations, c'est vraiment... Ouais, c'était cool. C'est la première fois que je la montais, je l'ai montée sur mesure. C'est cool, je pense, d'avoir fait le lien avec tes projets à toi, parce que les gens ont besoin de savoir que tu passes à travers toi aussi ces réflexions-là, puis ces remises en question-là. Les remises en question, je suis comme pas mal certain que ton podcast vient d'une certaine période de remise en question par rapport à ton travail, ton identité. Oui, en partie. Parlant d'identité, ton identité à toi, en ce moment, quelles sont les valeurs, justement, que tu as découvert à travers ton projet de podcast? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans le goût d'apprendre, il y a quelque chose dans tout ça. C'est quoi les valeurs que tu as découvert qui t'animent, là, qui te permettent de faire un projet comme ça de manière plutôt bénévole? D'ailleurs, on te remercie de faire ce projet-là. C'est hyper enrichissant, là, le contenu que tu crées avec Parle-moi de santé. Mais c'est quoi les valeurs que tu as découvert? C'est quoi ton identité aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, par rapport à tes projets que tu as faits? Qu'est-ce que tu as découvert qui... La première chose qui était à la base de ça comme valeur, c'est démocratiser l'accès à l'information. Puis, l'information, en santé, parce que c'est le domaine qui me passionne, l'information crédible, basée sur les données scientifiques. Fait que ça, c'est une chose. Puis, de 2, l'accessibilité en termes de vulgarisation. C'est complexe, la science. Il n'y a pas grand monde qui prenne le temps de faire du travail pour rendre des choses complexes simples. Les gens, là, mon père, ma mère, là, ils n'ont pas le temps d'aller sur PubMed puis de lire un article scientifique. Ça ne les intéresse pas. Puis la majorité des gens au Québec n'ont pas la formation scientifique pour analyser un article. Même nous, on est formés pour ça. Puis on se casse encore le bessic à lire un article scientifique. Fait que ça, c'est des choses importantes pour moi. Puis avec le temps, ce que j'ai découvert, l'apprentissage éternel, c'est clairement une valeur clé qui est encore drivée par le podcast. L'ouverture au changement par rapport à mes croyances, par rapport à mes idées, mes propres biais. Fait que, l'ouverture a changé ma perspective sur des concepts que je pensais avoir acquis. Au début, là, on a parlé de poids puis de santé. Là. Ouais. J'ai eu un immense virage sur ce que je comprends de ce sujet-là, puis sur mon point de vue à ce sujet-là. Puis ça, c'est grâce aux invités super pertinents puis généreux de leur temps qui sont venus partager leur expertise. J'ai appris plein de choses. Fait que, je pense que ce qui est au centre de ça, c'est l'éternelle curiosité à apprendre. Puis il faut être humble parce que c'est challengeant de changer ton fusil d'épaule sur un sujet quand tu avais, je ne veux pas dire des croyances, mais quand tu avais comme, tu t'étais arrêté sur dire, bon, moi là, je me positionne comme ça sur cet enjeu-là. Fait que ça prend du courage puis de l'humilité pour dire, finalement, tu sais quoi, j'avais tort. Fait que je mets à jour mes croyances. Le podcast Jamais assez vous est présenté par Café Barista. Café Barista, c'est l'entreprise avec laquelle j'ai sans doute fait le plus d'excès au niveau de mes achats café. Moi, je suis un petit peu obsessif au niveau de mon café le matin. Et tout mon entourage m'en est reconnaissant parce que oui, à chaque fois que quelqu'un vient à la maison, chez nous, ou quelqu'un vient à la clinique, la plupart des gens savent qu'on va leur offrir un excellent café. Et donc, ça me fait toujours plaisir de pouvoir faire un café. Pour moi, c'est un moment privilégié de partager une expérience. On n'a pas le temps de faire un souper au resto, mais on peut partager un bon café ensemble, un petit 5 minutes où tout le monde se sent bien. Pour moi, c'est ça l'expérience café.
Chez Café Barista, oui, on a parlé dans certains épisodes des machines à café. Ici, on a la Stone, qui est probablement le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Et rappelez-vous, vous pouvez économiser 15% sur tous vos commandes en ligne lorsque vous utilisez le code promo PhysioVélo à la caisse. Certaines exceptions s'appliquent, voir dans la description sous le podcast. Pour revenir à nos moutons, lorsque je fais un café, un de mes grands plaisirs et une de mes grandes obsessions, outre le fait d'avoir une extraction parfaite, c'est de réussir à faire du latte art. Le latte art, c'est un côté très obsessif de tout bon barista. Et une des choses qu'il faut savoir, c'est que moi, je n'ai pas été bon dans le latte art avant de réussir un cours avec Barista Montréal. Une des choses que j'aurais dû faire bien avant dans mon parcours de barista, c'est prendre des cours de latte art. Puis ça a été vraiment pour moi un grand plaisir. À l'équipe ici, Physio Vélo, on a fait beaucoup de team building dans des formations de café chez Team Barista, chez Café Barista. Alors, je vous recommande fortement, si vous êtes dans le même paradigme d'obsession café que moi, de consultez le site Café Barista, de commander votre café en ligne en utilisant notre code promo PhysioVélo pour 15% de rabais, mais aussi d'aller voir leur formation en ligne, leur formation en classe, et de vous assurer que si vous voulez réussir du latte art, eh bien, je vous conseille fortement de prendre un cours. Finalement, toutes les recettes de Café Barista, que ce soit le latte, le cappuccino, le macchiato, toutes les différentes entre chacun des breuvages est disponible dans nos articles de blog concernant chacun de nos épisodes du podcast Jamais assez. Sur ce, bonne écoute. Bon, ben, on va faire le grand saut, Alexis, parce que quand on s'est fait la pré-entrevue la semaine passée, on a parlé... En fait, tu m'as suggéré un livre qui a tout changé, ou qui a changé beaucoup de choses pour toi, puis c'était le livre Think Again de Adam Grant. Ouais. Depuis qu'on s'est parlé il y a 4 jours, j'ai fait mon maximum pour m'informer dans le Merci à l'intelligence artificielle. Oui, j'ai écouté un podcast de Adam Grant. Après ça, j'ai commencé à lire son livre, et finalement... j'ai demandé à ChatGPT de me résumer le livre en 1000 mots, et j'ai lu ça hier soir. Donc... mais j'ai trouvé ça super intéressant. J'adore le format podcast. Puis c'est drôle parce qu'avant de partir un podcast, honnêtement, je ne l'avais jamais écouté. Ah ouais, hein, pour vrai? J'étais vraiment pas... mais tu vois, ça, c'est pour faire juste un petit détour par rapport à ça. Je pense que dans ce qu'on va aborder dans les prochaines minutes sur le fait de repenser puis de changer notre fusil, d'être prêt à changer notre fusil d'épaule, le podcast, je l'ai fait à cause de toi, d'ailleurs, en partie. Je l'ai fait à cause de gens, d'étudiants, en fait, 10 ans plus jeunes que moi, qui ont fait les cours des formations ici qu'on donne en Bike Fit. Ouais. Puis qui me disaient « Ah, Guillaume, il faut que tu partes un podcast, puis tout, blablabla. » Puis là, j'étais là, « OK, mais pourquoi? » Ben, dis-moi, je vais l'écouter ton podcast, puis je me rappelle, puis la personne va peut-être se reconnaître, me dit, tu sais, t'inviterais ta mère, puis je l'écouterais ton podcast. Puis là, j'ai dit, mais voyons donc. Là, j'étais chez nous, puis j'étais comme. Puis là, j'ai commencé à te poser ça aux gens comme question, tu sais, écouteriez-vous ça, vous, un podcast? Avec ma mère, tu sais. Je suis pas encore fait le grand saut, peut-être ça viendra. Mais le point, c'est que je me suis rendu compte, puis quand j'ai engagé des gens qui étaient 10 ans plus jeunes que moi dans l'entreprise, que finalement, si je continuais de m'écouter juste moi, il y a bien des affaires que je passerais à côté. Ouais, je comprends. Dans leur manière de consommer les réseaux sociaux. Nous, on a une grosse présence de contenu éducatif sur les plateformes YouTube, Instagram, Facebook. On a un immense following. Ben, moi, je trouve ça immense pour ce qu'on fait. Là, au Québec, là, en tout cas dans la francophonie. Dans la francophonie. Puis, bref, tout ça pour dire qu'au niveau du podcast, c'est vraiment à force de rencontrer des gens qui faisaient... Ben, toi, tu faisais de l'excellent contenu, c'est certain. Puis, tu sais, quand je suis allé chez vous faire le podcast pour parler de positionnement cycliste, une des choses que j'ai trouvées, puis je te l'ai dit, je te le redis, c'est que tu es extrêmement bien préparé, puis que c'était une très, très bonne entrevue. Puis ça, donner des bonnes entrevues, c'est un de mes buts à travers ce podcast-là. Ouais. Tout ça pour revenir au fait que tu m'as suggéré de lire le livre Think Again de Adam Grant. Puis c'est une chose qui... C'est un livre qui a beaucoup changé de choses pour toi, là, personnellement. Tu as lu ça il y a combien de temps? Ça a été le premier livre que j'ai lu en 2023. Fait que je l'ai reçu à Noël. OK. Ça a fait un petit échange de cadeaux de livres et de jeux de société à Noël. Fait que j'ai reçu ça, je l'avais mis sur ma wishlist, puis je l'ai dévoré. Ben, dévorer, pour moi, c'est... Quand je lis un livre en bas d'un mois, c'est dévoré, même si on peut dévorer un livre en 2-3 jours. Ouais. Parce que, en tout cas, je lisais un peu chaque jour. Puis, dans le fond, pour le backstory sur Adam Grant, lui, c'est un psychologue organisationnel. Fait que, grosso modo, sa job, c'est d'étudier qu'est-ce qui fait que les gens sont heureux et motivés au travail. Mm-hmm. Puis, lui, il a la même job que Jacques Forêt, qui est l'expert québécois dans la motivation. Okay? Puis, Jacques Forêt, je l'ai reçu à mon podcast, épisode 11.
excellent épisode sur la motivation. Puis c'est là que j'ai compris tout ce qui m'animait là-dedans. Fait que grosso modo, puis pour le scoop, Adam Grant, c'est l'idole de Jacques Forêt. Okay? Fait qu'Adam Grant, il est américain, puis c'est une sommité à l'international dans tout ce qui est psychologie du travail, monde du travail, repenser les organisations. Il a été consultant pour Google, puis plein d'autres entreprises. Fait que bref, ce livre-là, Think Again, qui est comme grosso modo comment repenser nos idées, ce que ça l'a généré chez moi, c'est ça l'a juste accéléré encore plus, ou ça l'a mis des mots sur le processus qui a été activé déjà depuis que je fais le podcast, c'est-à-dire repenser des concepts que je prenais pour acquis et être ouvert à l'idée que toutes les idées préconçues, tous les biais que j'ai, toutes les croyances que j'ai, il y a toujours une porte ouverte au changement. Puis c'est de ça qu'il parle pendant le livre. Puis il y a beaucoup d'exemples avec des entreprises qui n'ont pas voulu repenser leurs idées, puis qui sont mortes, tu sais. Rest in peace, BlackBerry, entre autres, tu sais, qui ne voulaient pas virer vers un clavier tactile, puis grosso modo, ils se sont fait manger leur part de marché. Là. Mais ouais, grosso modo, j'ai lu ça cette année, puis tu sais, c'est ça. C'est vraiment c'est un concept que ça met des mots sur des choses que je savais déjà, mais là, ça m'ouvre les yeux sur plein de choses que je peux toujours repenser. Puis c'est comme si ça m'a rassuré sur le fait que c'est correct d'apprendre tout le temps, puis c'est correct de prendre des choses pour acquis à un moment donné, puis finalement, de changer d'idée. Puis, tu sais, on est être humain, là. L'être humain peut changer d'idée. C'est super intéressant parce que dans ce livre-là, moi, je pense que j'ai lu 4 chapitres, mais dans son entrevue, j'ai écouté un des podcasts de Rich Roll, puis moi, je me cache pas que Rich Roll, c'est un des podcasts que je tente bien humblement d'imiter parce que j'adore le contenu qui est créé sur sa plateforme. À plusieurs reprises dans son livre, il dit « J'écris ce livre-là parce que, justement, je veux connaître la réponse à pourquoi les gens ne sont pas prêts à changer d'idée. Ouais. Je l'écris parce que je me pose humblement la question pourquoi les gens sont pas, ont de la réticence à changer d'idée. Ouais. Puis ça nous amène à certains biais. Les biais d'identité, les biais de confirmation. C'est difficile, justement, aussi peut-être au niveau sociétal, c'est valoriser d'être confiant par rapport à son savoir. Inébranlable. Inébranlable. Exact. Sauf que si on sait une chose, puis pour n'importe qui est scientifique, puis il parle de preacher, politicien, tout ça, on pourra en parler ensemble. S'il y a bien une chose qu'on sait pour tous ceux qui font de la science, puis qui font de la recherche fondamentale ou qui font des recherches au sens large, c'est qu'ils savent rien. Exact. La prémisse pour commencer à la recherche, c'est de se dire qu'on ne le sait pas. Ouais. On émet des hypothèses. Puis par rapport au biais, moi, le biais, je t'en ai parlé tantôt, le biais que je trouve le plus intéressant puis de lequel j'aimerais qu'on discute, c'est les biais d'identité. Parce qu'il y a des choses qui font partie de notre identité. Par exemple, j'écoutais Adam Grant ce matin en m'en venant, puis Rich Roll, il disait, moi, une des choses que je fais attention, c'est que mon identité tourne beaucoup autour du fait que je suis vegan, puis je fais vraiment attention de ne pas juste parler de ça, parce que après ça, je suis pris dans ce carcan-là, puis les gens m'identifient comme étant seulement cette partie-là de mon identité. Toi, au niveau de ton travail ou dans ton podcast, les gens que tu reçois, est-ce que c'est un dénominateur commun, le fait que ces gens-là soient ils ont-tu un aspect scientifique dans leur approche? Parce que là, tu les invites, puis finalement, tu leur poses des questions dans leur sphère d'expertise. Puis là, veux pas, on va utiliser le terme preacher, ils vont prêcher pour leur paroisse parce qu'ils ont développé de l'expertise dans ça. Fait que, est-ce que c'est un dénominateur commun, le fait que ces gens-là ont un esprit scientifique, des fois un peu plus preacher, où est-ce qu'ils vont prêcher pour leur paroisse? Qu'est-ce que tu remarques dans les gens scientifiques que tu as reçus? Parce que tu as reçu des gens qui sont tous des experts dans leur domaine. Bien, je pense que c'est... Tu sais, quand tu es clinicien puis que tu as une pratique basée sur les évidences scientifiques, on dirait que tu as le meilleur équilibre entre la vraie vie, qui n'est pas tout le temps exactement comme la science dit que c'est, et les connaissances scientifiques. Puis ça, je pense que c'est comme, on pourrait dire, l'équilibre entre le scientifique puis le preacher, tu sais, comme dans le livre. Je pense que ça, c'est une belle position à avoir pour avoir reçu les trois. Fait que j'ai reçu à mon podcast des gens qui sont juste scientifiques, jamais fait de pratique. Il y a des gens qui sont juste cliniciens, jamais fait de science, puis des cliniciens-chercheurs. Puis les cliniciens-chercheurs sont toujours un petit peu mieux connectés sur les deux mondes. Je pense que ça, c'est un avantage. Mais tu sais, clairement que c'est un dénominateur commun, l'aspect basé sur les données probantes des invités, parce que c'est tous des gens qui s'intéressent à avoir...
c'est plus important pour eux savoir la vraie réponse que d'avoir raison. Tu comprends? Puis ça, c'est dans le livre, il en parle beaucoup, tu sais. Puis il parle du concept d'humilité confiante. Fait que, tu sais, oui, tu peux être très confiant par rapport au savoir que tu propages, mais tu peux aussi être confiant de dire qu'on ne sait pas quelque chose. Ouais. Puis c'est pour ça qu'il parle d'humilité confiante. Quand tu es humble, tu restes un peu toujours ouvert à la possibilité de changement. Puis tu peux quand même de façon très confiante rapporter ce qu'on sait et rapporter ce qu'on ne sait pas. Tu sais, quand on dit que quelque chose n'existe pas de façon très confiante ou de façon très confiante, on ne sait pas si ça, c'est la bonne réponse, mais on a quand même la bonne information la plus à jour. Tu sais. Mm-hmm. Puis dans le livre, il parle aussi du fait que les gens qui sont parfaitement confiants, inébranlables, vont être moins crédibles que les gens qui sont un peu plus humbles. Fait que les gens qui vont des fois partager leurs incertitudes sont perçus par le public comme des gens plus compétents puis plus confiants ou plus fiables. Ouais. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Tu sais, on pense qu'il faut avoir une confiance inébranlable pour convaincre quelqu'un ou pour paraître crédible, mais ce que la science nous dit, en tout cas, ce que Adam Grant rapporte par rapport à la science dans son livre, c'est que si tu as un peu plus d'humilité puis que tu admets les éléments où tu as des incertitudes, tu vas être plus crédible par rapport à l'auditoire ou par rapport aux gens à qui tu parles. Un des livres, pendant que tu parlais, j'ai pensé à un des livres que j'ai lu qui a vraiment changé quelque chose pour moi. Ça s'appelle Thinking in Bets. Donc, penser en termes de paris. Puis c'est écrit par Duke, Annie Duke, je pense que c'est une joueuse de poker reconnue internationalement. Puis c'était super intéressant. J'ai lu ça cet été. L'été passé. Puis ça disait qu'à chaque fois que tu prenais une décision, si tu voulais justement naviguer l'incertitude, parce que finalement, la game de poker, c'est un peu une allusion entre le monde du poker et la vie de tous les jours, c'est que tu sais que t'es pas certain. La seule chose que tu es sûr, c'est que tu prends un bet, puis que tout ce que tu fais, c'est gérer des statistiques, gérer des odds. Exact. Puis une des habitudes que j'ai pris après avoir lu ce livre-là, puis c'était juste assez pour changer le mindset, c'est de dire quand on parle, puis je t'en ai parlé tantôt, tu sais, à la clinique, des fois, mes employés sont bons parce qu'ils trouvent ça difficile, des fois, parce que moi, une des choses que je répète souvent, c'est que je le sais pas, tu sais. Puis quand on a des défis à faire face, des décisions à prendre, j'ai souvent le réflexe de me dire, bon, ben cette décision-là, tu sais, on va la prendre. Puis honnêtement, je suis à peu près à 60%, mettons, sûr. Fait que, tu sais, 40%, c'est gros parce que j'ai un 40% que je suis vraiment pas certain. Ouais. Puis des fois, je la regarde, puis ils vont se reconnaître s'ils écoutent le podcast. Je dis, tu sais, vous me demandez de prendre la décision. Je peux la prendre, la décision, mais j'ai aucune idée si c'est la meilleure décision. Ouais. Puis maintenant qu'on a des gens administratifs, souvent, je retourne la question vers eux parce que je suis comme, des trucs administratifs, vous en avez fait plus que moi. Ben C'est oui. quoi qui marcherait le plus, tu sais? Il y a un extrait dans le livre, tu n'es peut-être pas rendu là, mais il parle justement du processus de décision puis de risque dans l'entreprise. Puis il parle d'un moment où il a déjà croisé Jeff Bezos de Amazon. Okay. Puis il avait parlé comment tu fais pour prendre tes décisions, puis comment tu fais pour être à l'aise dans les décisions d'incertitude. Puis il avait vraiment parlé du fait que s'il y a une décision a peu de conséquences négatives graves, j'ai aucun problème à prendre la décision tout de suite, même si je suis incertain, versus quand quelque chose a un potentiel d'avoir un impact négatif grave, il reporte la décision le plus loin possible. Fait qu'il y avait comme un équilibre entre l'importance de la décision puis le temps que je me... Ou la certitude. Oui, la certitude puis le temps que je m'accorde avant de la prendre, cette décision-là. Fait que je trouvais ça intéressant de comprendre ce concept-là pour quelqu'un qui est à la tête de la business la plus grande en ce moment. Oui, clairement. Dans ce livre-là, tu as réussi à mettre des mots sur qu'est-ce qui, toi, t'animait d'en faire ton podcast. Puis là, moi, j'aimerais ça qu'on fasse juste un petit... on rewind la cassette, parce que nous, on est de l'époque... des cassettes VHS. Des cassettes VHS. Disney. J'aimerais qu'on revienne à la genèse de ton podcast par rapport à ce moment-là de remise en question. On en avait un petit peu effleuré cette discussion-là, parce que, tu sais, justement, c'est un projet qui... par rapport à la théorie de l'autodétermination, par exemple, qui t'amène compétence, autonomie, puis un sentiment d'appartenance parce que tu bâtis quelque chose. C'est né comment? Comment tu m'en as parlé hors micro, tu avais fait des appels, tu avais vérifié pour des studios où je démarre ce projet-là. C'était quoi l'étincelle? Ouais. Fait que moi, je commence ma pratique en octobre 2018, puis en mai 2019, fait que 7 mois plus tard, j'avais atteint le premier plateau de comme, OK, j'ai eu une immense croissance d'apprentissage dans les 6 premiers mois de pratique. Puis là, je suis comme rendu relativement à mon premier plateau de comme, OK, là, je maîtrise bien des choses.
Puis là, c'était ma première chance de repenser qu'est-ce que je faisais. Puis je me suis demandé, bon, quoi d'autre que je pourrais faire? Qu'est-ce que ça fait? Tu t'es arrêté? T'es allé dans un café? Non, T'en ça as se fait dit- naturellement, OK. des processus automatiques. Puis je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire d'autre parce que j'ai toujours travaillé sur plein de choses, toujours été impliqué dans l'asso étudiante. Tu sais, j'ai toujours fait plusieurs choses en parallèle. Fait que j'avais envie de faire quelque chose de plus. Puis un des éléments déclencheurs, c'est comme, hey, je répète tout le temps les mêmes affaires avec mes patients. Tout le temps. Fait que la même éducation par rapport aux blessures, douleurs, prévention, je Ouais. répète tout le temps la même affaire. Mais là, à chaque fois que je parle, il y a une personne devant moi pour écouter. Fait que là, j'étais comme, ben, c'est quoi une façon de démocratiser l'accès à l'information en santé, puis qu'à chaque fois que j'en partage une, ben, ce soit accessible à plus qu'une personne. Parce que c'est pas très efficace quand tu parles, puis qu'il y a une seule personne qui peut... C'est difficile à scaler un peu. Ouais, c'est ça. C'est difficile d'avoir un impact plus grand. Fait que l'idée du projet est venue de là. Puis le médium podcast, ça a vraiment été parce que j'ai commencé à faire plus de routes en commençant à travailler, pardon. Puis c'est ça, j'ai commencé à écouter des podcasts parce que c'était la seule façon pour moi d'être heureux dans une voiture. Je suis pas un grand fan de conduite à la Ouais. base. Là. J'aime mieux marcher, courir, faire du bike, quelque chose, du ski. Puis c'est ça. Fait que le podcast, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que moi, je consommais de l'information comme en temps différé. J'avais pas besoin d'être devant la télé à 6 heures pour entendre telle émission. T'sais. Le podcast, ça démocratise l'accès à l'information à toute heure de la journée au rythme d'apprentissage de la personne. Mhm. Fait que c'est ça qui a généré l'idée du podcast puis l'idée de faire un projet autre. Puis là, qu'est-ce que tu as fait en premier? Tu es allé t'acheter les micros? Non, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai fait un meeting avec mes deux boss. Parce que mes boss sont vraiment cool. Puis eux, c'est important que tu fasses des choses qui te rendent heureux dans la vie, même si c'est pas en lien avec la clinique. Fait que je leur ai parlé de mon projet, je leur ai dit qu'est-ce qu'ils en pensaient, puis ils m'ont comme aidé à brainstormer, ils m'ont aidé à comme bâtir un peu mon idée, un petit plan d'affaires, tu sais, grosso modo. Puis ça a parti comme ça. Puis après mon meeting, là, ça m'a tellement donné d'énergie que je me suis assis, puis j'ai monté sur un Google Doc mon plan de match de A à Z sur les étapes à partir d'aujourd'hui jusqu'à le moment que j'enregistre mon premier épisode. Je pense que j'ai fait ça en 2 heures. Clac, Google Doc. Puis c'est ça. Ça, c'était printemps 2019. Puis je me suis donné 1 an pour comme tout faire la recherche. Moi, je connais rien. Audio, technique, comme... Tu sais, mettons, Microsoft Word, là, that's it, c'était ma limite. Là. Je connaissais rien en ordi. Fait que j'ai tout appris de A à Z, comment fonctionnait un micro, etc. Fait que je me suis quand même donné 1 an. Fait que le but, c'était printemps 2020 que ça commence, que ça soit lancé. Il y a eu une petite affaire, là, la pandémie, je sais pas si tu en as entendu parler. Fait que finalement, ça a été un peu un petit délai, septembre 2020. Fait que j'ai lancé ça en septembre 2020, puis là, ça roule depuis ce temps-là. Comment on fait pour donner des outils aux gens pour demeurer persistant sur 1 an? Parce que, tu sais, des fois, Ouais. je sais que ça doit faire partie de toi là, aussi, là, tu sais, de manière très intrinsèque, cette motivation-là, à poursuivre un projet qui prend du temps. Ouais. Dans cette année-là, tu as eu des découragements. Je veux dire, tu l'as dit toi-même. Je veux dire, la pandémie est arrivée. Tu te dis, Colin, tout mon plan de match, il faut que Ouais. je veux recevoir des gens. Puis tu m'avais dit, je veux le faire en personne. Exact. Je veux pas le faire. Ouais. Comment tu as navigué ça? Ben, tu sais, je t'ai dit que je savais pas trop pourquoi j'étais motivé à faire des projets jusqu'à temps que je comprenne c'est quoi la théorie de la motivation. Ben, une autre chose que j'ai apprise, c'est les 5 grands traits de personnalité qui sont universels, tu sais, selon la théorie du Big Five. Puis, il y a un des traits de personnalité qui s'appelle la conscienciosité, c'est-à-dire la capacité à s'organiser par étapes pour accomplir des buts jusqu'à la fin. Puis, j'ai fait des tests de personnalité, un vrai validé, et je score très haut en conscienciosité. Fait que j'ai naturellement, ou en tout cas, c'est imbriqué en moi la capacité à get stuff done, tu sais, faire quelque chose. T'organiser pour. Exact. Versus les gens qui sont plus forts en traits de personnalité d'ouverture, que eux, ils vont avoir full créativité, plein d'idées, ils vont partir plein de choses, mais ils vont jamais finir les trucs. Il y a des gens qui vont se reconnaître, là, mais bref. Fait que ça, c'est inné en moi d'accomplir des choses. Fait que je pense que c'est ça qui m'a permis d'être motivé pendant, ben, en tout cas, de faire les étapes et l'organisation pour mener un projet à terme pendant 1 an, puis qui fait que je continue à le faire. Puis, tu sais, probablement un mélange là-dedans de motivation qui fait que c'était un projet qui m'animait. C'est moi qui décidais à 100%. Tu sais, j'étais autonome dans tout ça. Puis, ben, ça générait une espèce de sentiment de sens, tu sais, une espèce de mission. C'est quelque chose d'important pour moi, la santé, la vulgarisation, transmettre le savoir ou transmettre l'information. J'aime beaucoup l'enseignement aussi. Fait que, tu sais, tout ça, les passions, la motivation, la conscienciosité, je pense que c'est ça qui m'a permis de
d'accomplir quelque chose puis d'aller jusqu'au bout. En tout cas, c'est tout à ton honneur. Cette manière-là d'être consciencieux. J'ai comme une question que je demande souvent aux gens. Tu sais, c'est quoi la... Toi, tu es un sportif, puis on n'en parle pas souvent, ou disons, tu ne prends pas nécessairement la tribune de ton podcast pour parler de tes accomplissements sportifs, mais c'est quoi la place du sport pour toi dans ton quotidien? Tu m'as dit tantôt, j'aime mieux me déplacer en courant. Je sais qu'en fin de semaine, tu faisais course de ski de fond. C'est quoi la place du sport dans ton quotidien? Parce que j'ai l'impression qu'il y a comme un parallèle à faire avec le fait que tu es consciencieux, tu es capable de t'organiser. C'est toutes des skills, c'est toutes des aptitudes qui sont nécessaires quand on veut atteindre certains objectifs en sport. Clairement. C'est depuis quand le sport occupe cette place-là dans ta vie, puis à quel point ces acquis-là, finalement, t'es as-tu développés en faisant du sport, peut-être? C'est une bonne question. Ben, tu sais, le sport, ça a fait partie de ma vie depuis toujours. Puis, toujours compétitif. Fait que, moi, j'ai joué au hockey, au soccer, toute ma jeunesse compétitif. Puis, ça vient pas de mes parents, la compétition, parce que mes parents, c'est des gens qui aiment le sport, qui aiment bouger, qui aiment le plein air, qui aiment l'activité physique. Mais pas nécessairement la compétition absolue, tu sais. Fait que j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours bougé en famille. Fait que c'est comme une valeur innée pour la santé pour moi de bouger. Puis, tu sais, autour de 17-18 ans, en rentrant au cégep, j'ai plus viré vers les sports individuels. Fait que ski de fond, compétition. Puis, tu sais, maintenant, je fais de la course en trail. Mettons principalement course en trail, ski de fond compétitif. Puis le seul aspect de sport d'équipe que je fais encore, c'est que l'été, je fais de la compétition de beach volley. Fait qui est comme un aspect cool parce que j'ai encore l'aspect d'équipe et de partenariat. Mais en sport individuel, l'aspect de s'organiser pour atteindre des objectifs, quand tu es seul, ben, si tu le fais, ben, la façon saine de le faire, c'est parce que tu aimes ça. Si tu le fais pour de la récompense externe ou pour de la valorisation externe, ça va coûter cher. Tu vas payer un grand prix en énergie, puis probablement en santé mentale, tu sais. Fait que, oui, il y a un parallèle à faire. Dans mes sports, je suis, entre guillemets, discipliné, mais pour moi, c'est pas de la discipline. C'est juste comme un mode de vie. Fait que, tu sais, je sais combien de jours par semaine je veux faire du sport. Je sais combien d'entraînements je veux faire. Je suis capable de me pousser, je suis capable d'être sérieux. Même tout seul, je suis capable d'aller dans les zones où on sait où il faut aller pour que ce soit payant comme athlète. Mais c'est ça. Ça, c'est le parallèle à faire. Je suis capable d'accomplir les objectifs que je veux par rapport au sport, comme j'ai déjà organisé les étapes pour compléter des projets comme le podcast. Cet épisode du podcast Jamais assez vous est présenté par les formations en bike fitting de Physio Vélo. Pour un temps limité, économisez 10% sur l'ensemble de nos formations en e-learning en utilisant le code promo PhysioVélo lorsque vous passez à la caisse. La clinique PhysioVélo offre des formations en bike fitting depuis 2018. Nous avons accueilli plus de 500 étudiants afin d'expliquer, afin de démontrer, en fait de pratiquer, afin de donner toutes les connaissances nécessaires aux passionnés de vélo pour faire du bike fitting, pour recevoir des clients en clinique. Que ce soit des clients comme Primo Vélo, Decathlon Canada et tous les physiothérapeutes et les kinés en Europe, en France, en Belgique et au Canada qui se sont formés avec nos formations en ligne. Tout notre contenu éducatif permet aux passionnés de vélo de prendre en charge des cyclistes en clinique ou en boutique vélo afin d'optimiser leur positionnement. Sachez aussi que nos formations en ligne permettent aux étudiants qui ont terminé le curriculum d'assister à nos cours en classe pour venir perfectionner toute leur habileté de bike fitting en laboratoire pratique lors de nos formations au Québec et en France. N'oubliez pas d'utiliser le code promo PhysioVélo pour économiser 10% sur nos formations en ligne lorsque vous passez à la caisse. Tous ces éléments-là, il me semble que ça fait un... faut qu'on fasse la discussion autour de la motivation intrinsèque versus extrinsèque. Mm-hmm. Parce que, puis par rapport à ça, je veux dire, je m'identifie beaucoup à ce que tu dis parce que l'entraînement, tantôt, je t'ai parlé que je recommence à courir, je commutais à tous les jours, puis tu sais, j'ai un bon niveau d'entraînement pour le peu de temps libre que j'ai dans mon quotidien avec les enfants, mais il reste que je me suis rendu compte quand j'ai arrêté la compétition, que la compétition, pour moi, c'était un peu anxiogène, puis que je m'ennuyais pas du tout. J'avais vraiment pas besoin de m'inscrire à un event. OK, ouais. Parce que, mettons, juste m'entraîner, le bien-être que ça m'apportait, puis en anglais, la clarté, là, je sais pas si c'est la bonne traduction, mais... La clarté d'esprit. C'est vraiment un me-time où je peux réfléchir puis que je trouve des bonnes idées puis que, mettons, le podcast où je t'interviewe aujourd'hui en ce moment, c'est quelque chose auquel j'ai pensé en faisant mon bike, en faisant mes intervalles, tu sais, j'étais dans ma bulle ou à la course à pied, tu sais. Mon esprit se promène puis il résout des problèmes sans que j'aille à y penser. Fait que je me reconnais beaucoup là-dedans. Fait que comment on fait pour bâtir cette motivation-là intrinsèque? Parce qu'une des choses qu'on
qu'on sait, c'est que de la motivation, on ne peut pas en donner aux gens. Et Ça se donne pas. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. On pourrait faire une bonne business si on vendait de la motivation. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que ça nous amène à parler, là, la prochaine question, c'est vraiment autour de l'entrevue motivationnelle. Ouais. Comment les gens peuvent découvrir pour eux-mêmes leur motivation intrinsèque à accomplir un changement dans leurs habitudes de vie, tout ça. Ouais. Ouais, c'est une grosse question. C'est une question hein. complexe, mais je Ouais. pense que c'est le bon invité pour y répondre. Mais écoute, tu sais, je suis pas un spécialiste. Évidemment, ça, c'est vraiment du domaine des psychologues. Je vais te mais, réinviter dans 5 ans, là, une fois Ouais. que tu auras fait 250 épisodes. tu sais, grosso modo, motivation intrinsèque versus extrinsèque. Là, la théorie, une des théories les plus acceptées au niveau scientifique, c'est la théorie de l'autodétermination par rapport à qu'est-ce qu'on comprend sur ce qui fait que quelqu'un est motivé, un Je pense être humain. qu'on pourrait commencer par là, pour savoir pourquoi les gens Exact. sont à l'aise dans certains projets versus dans d'autres, ils ne le C'est sont ça. pas. Là. Puis, tu sais, si les gens veulent vraiment aller geek dans la motivation ou, tu sais, plus comprendre, mais j'invite vraiment les gens à tu sais, comprendre tous les projets de Jacques Forêt. Puis, il y a un site. On peut écouter ton podcast, Alexis, tu as le droit. Ouais, ben le podcast épisode 11, c'est comme grosso modo avec Jacques Forêt, tout ce qu'on veut savoir sur la motivation. Ouais. Mais tu sais, grosso modo, puis là, Jacques Forêt il a sorti un livre, fait que je suis en train de lire son livre, fait que les gens pourraient en apprendre encore plus, puis c'est très bien vulgarisé. Mais grosso modo, là, tu as 3 besoins psychologiques qui sont comme innés, puis ça, c'est à travers la planète, tous les êtres humains, ils l'ont mesuré à travers les cultures. Puis c'est le sentiment de compétence, d'autonomie, puis d'appartenance, fait que l'affiliation sociale. Puis grosso modo, plus ces éléments-là sont maximisés ou sont remplis, ben, comblés, plus quelqu'un est motivé de façon intrinsèque. Ça veut dire quoi, intrinsèque? Ça veut dire que la source même de la motivation pour faire quelque chose, elle vient de l'intérieur. Donc, versus une motivation extrinsèque. Puis là, il y a plusieurs types. Là, dans les extrinsèques et intrinsèques, il y a des sous-types. On ne rentrera pas là-dedans, là, mais extrinsèque, c'est que ça vient d'ailleurs. Fait que, tu sais, ça pourrait être, par exemple, je fais quelque chose pour une récompense, l'argent. Je fais quelque chose pour le prestige, l'écho, la reconnaissance extérieure pour plaire. Ça, c'est des sources de motivation externe. Puis grosso modo, quand tu fonctionnes principalement avec des sources de motivation externes, mais c'est pas compliqué. C'est corrélé à une moins bonne santé, moins bonne qualité de vie, moins bon bonheur. Fait que grosso modo, on veut pas vivre une vie où on est drivé par de la motivation externe. Puis ça vient à un coût énorme en termes de santé mentale, personnelle. Tu sais, c'est des gens qui sont plus à risque de burn-out, des choses comme ça. Fait que, grosso modo, c'est ça la différence. Fait que compétence, appartenance, puis autonomie. C'est les 3 ingrédients magiques pour générer une motivation qui vient de l'intérieur. As-tu l'impression que c'est une question plus large, mais as-tu l'impression que de pouvoir... C'est comme un produit de luxe pour moi, la motivation intrinsèque. Ouais. Parce que c'est pas tout le monde, honnêtement. Il faut reconnaître que c'est vraiment pas tout le monde qui a la chance de pouvoir réaliser son besoin de compétences, d'autonomie puis d'appartenance dans ses projets. Des fois, tu n'as juste pas le choix de payer ton loyer. T'sais. C'est comme... Ouais. Des fois, j'ai l'impression que dans la pyramide de Maslow, genre Oui. faire un podcast, là, on est en haut, là, puis là, on jase de ça, puis tous nos autres besoins sont comblés. Des fois, Ouais. j'ai le sentiment d'imposteur par rapport à ça. Jacques qui dit que la pyramide de Maslow, on devrait mettre ça aux poubelles. Mais ça, c'est un autre débat. Ok. Apparemment qu'elle est comme basée sur des besoins. Apparemment que c'est plus tant vrai vu que, tu sais, en tout cas, bref. Nos besoins primaires sont pas mal... Ben, tu sais, pour la majorité, Ouais, on pour la s'entend, il y a majorité, des gens c'est avec ça. des statuts socio-économiques précaires. Mais, tu sais, si tu es un produit de luxe, je pense que la motivation externe, il peut tout le temps avoir un équilibre entre les deux. Tu sais, je pense que principalement, sur le long terme, il faut que tes sources de motivation viennent principalement de l'intérieur. Mais c'est pas dramatique d'avoir des sources de motivation externe de temps en temps. Comme, tu sais, faire quelque chose que ça te tente pas de faire parce qu'il faut que tu mettes du pain sur la table, comme c'est correct là, à court terme parce que ça te permet de survivre puis peut-être éventuellement de faire des choses plus... motivé intrinsèquement. Mais ce qu'on sait, puis tu sais, dans le livre, on en apprendrait plus, mais à tous les échelons de la société puis des entreprises, les gens peuvent faire quelque chose pour aider à générer la motivation interne. Fait que, tu sais, les boss d'entreprise, il y a des choses qu'ils peuvent faire pour motiver de façon intrinsèque leurs employés ou pour diminuer leur frustration psychologique. Puis individuellement, on peut faire des choses pour diminuer nos frustrations psychologiques puis augmenter la motivation interne. Fait que je pense que c'est comme une responsabilité partagée. Parce que ce serait poche de dire, si tu n'es pas motivé de façon interne, c'est de ta faute à 100%. C'est pas vrai. Il y a des structures en place selon où tu travailles, puis il y a des choses qui sont en place qui font que tes besoins psychologiques sont constamment frustrés. Mais je pense que ce serait aussi une erreur de dire que c'est 100%
la responsabilité extérieure puis des entreprises. Je pense que c'est vraiment un équilibre. Mais je pense aussi qu'il y a des gens qui partent avec 2 prises dans la vie, dépendamment de tu nais où puis quel statut socio-économique tu as. Probablement qu'il y a des gens qui l'ont vraiment plus rough que du monde qui vit, qui naissent dans des familles privilégiées puis qui n'ont jamais manqué de quoi, ils n'ont pas vécu de négligence. Tu sais. Fait que, ouais, mais c'est-tu un produit de luxe? Clairement, mais il faudrait que tout le monde puisse y avoir accès le plus possible. C'est bien dit, ça. Mais si les gens, c'est beau, ça, mais si les gens connaissaient la science ouais. derrière ça, les gens comprendraient beaucoup de choses. Non, t'as vraiment raison. L'important, c'est de s'éduquer par rapport à ça parce que des fois, c'est de mettre des mots sur des concepts qu'on a ressentis ou qu'on ne comprend pas pourquoi on est bien dans ce projet-là versus... Puis si tu veux comprendre vite, en 30 secondes, quelle source de motivation quelqu'un a par rapport à quelque chose, tu fais juste lui demander pourquoi tu fais ça, pourquoi, jusqu'à temps que tu arrives à quelque chose qui semble être la base fondamentale. Puis si tu arrives à, pour plaire à ma mère ou pour faire de l'argent ou parce que tout le monde le fait, tu sais que tu es dans quelque chose d'externe. Mais si tu arrives à, coudonc, j'aime ça, probablement que tu es dans quelque chose d'interne puis que ça génère naturellement du plaisir. Tu sais, si tu fais quelque chose puis que tu es naturellement dans un état de flow, l'état de flow, que ça pourrait passer 2-3 heures, puis tu as l'impression que tout le monde extérieur n'existe plus parce que tu es en train de faire quelque chose complètement absorbé, il y a de grandes chances que ce que tu fais, c'est généré par de la motivation interne. Dans ce que tu viens de m'exprimer, il y a beaucoup de « why ». On cherche le pourquoi, le pourquoi. Puis une des choses qui est intéressante dans la lecture que tu m'as suggérée de Think Again avec Adam Grant, je ne me rappelle pas si c'était dans le podcast ou dans les premiers chapitres du livre que j'ai lu ça, mais c'est une des barrières pour faire changer d'idée les gens. Des fois, le why est intéressant, mais ça peut camper quelqu'un dans ses positions versus le how, le comment. Oui. Puis ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis ça fait écho à un autre livre. Puis c'était comment faire... C'était en anglais, là. J'ai de la misère à faire les traductions simultanées, mais c'était comment amener les gens à changer d'idée. Ouais. Fait que c'est d'aller explorer avec les gens... on veut pas nécessairement les convaincre, mais puis tu sais, Adam Grant dans le podcast, il fait vraiment toujours ça finalement. Il répond pas toujours aux questions, il va juste chercher qu'est-ce que finalement son intervieweur pense de cette question-là. Ouais. Puis ça m'a bien fait rire parce que dans le Rich Roll, Rich, il est pas tant à l'aise de faire ça, il aime pas ça avoir la lumière qui est retournée sur lui. Puis Adam, c'est une de ses grandes forces. Mais le point, c'est de dire, si je m'intéresse à comment t'en es arrivé à cette croyance-là, Exact. Là, c'est une question très ouverte qui n'est pas nécessairement une justification de pourquoi tu penses de cette façon-là. C'est quels sont les éléments qui ont fait qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, tu crois ça ou tu as cette croyance-là. Mais ça l'a changé comment j'aborde les croyances avec mes patients. Exact. J'ai lu ça en fait semaine, puis je suis sûr que je l'utilise cette semaine avec mes patients. Tu sais, des fois, il y a des gens qui ont des croyances inadéquates qui vont nuire à leur évolution. Fait que, exemple, j'ai de l'arthrose au genou. L'arthrose, ça fait tout le temps mal. C'est sûr que je ne pourrai jamais guérir. C'est une croyance inadéquate. Puis nous, on est assez confiants de... On est capable de preacher pour ça. Là. Exact. Mais ce qu'on voudrait faire, c'est dire, savais-tu que 80% des gens à 50 ans ont de l'arthrose dans le dos et qui ont pas mal? Ouais, mais ça, c'est la pire chose à répondre. Exact. Mais si tu t'intéresses à... J'aimerais ça comprendre, c'est quoi les choses qui sont arrivées dans le passé qui t'ont amené à croire que si tu as de l'arthrose dans le genou, tu peux plus être sans douleur. J'aimerais ça comprendre comment tu en es arrivé à cette conclusion-là. Puis quand tu comprends les raisons, c'est bien plus facile de proposer une alternative de la croyance parce que tu comprends sa réalité. J'ai l'impression que des fois, tu n'as même pas besoin de proposer. Des fois, non. Parce qu'ils réalisent eux-mêmes que c'est pas un bon processus. T'sais. Exact. Mais il y a un gars aux États-Unis qui s'appelle Anthony Magnabosco. Il fait ce qu'il appelle de la conversation épistémique. Puis c'est ça qu'il fait. Il va dans des campus universitaires, dans des endroits, puis il jase avec les gens d'une croyance, puis il s'intéresse à comprendre pourquoi les gens sont arrivés à conclure ça. Puis il aborde des choses comme même la religion, puis des choses comme ça, les lois sur les armes à feu, etc. Puis c'est super intéressant. Puis lui, son but, c'est pas de changer l'idée de la personne. C'est juste de mieux comprendre, puis de challenger la personne sur les moyens qu'elle a utilisés pour arriver à croire ce qu'elle croit. Exact. Puis souvent, quand la personne va s'exprimer sur ça, puis ça, c'était dans le livre de comment « How to change people's mind ». Ça me semble que c'était ça le titre. C'était justement ça, c'est que tu n'as pas besoin... Il parlait justement des enjeux hyper politisés comme les armes à feu, l'avortement. C'était toutes des études qui avaient été faites aux États-Unis. Puis finalement, dans 95% des cas, ça se désamorçait, puis ça amenait une discussion. Puis le but, c'était pas de convaincre. Exact. Mais tu sais, on revient... L'entrevue motivationnelle, là, c'est ça. C'est d'amener quelqu'un par lui-même à réaliser qu'il veut changer,
puis de faire générer chez lui-même à l'intérieur ses propres raisons de changer. Fait que ça donne à rien de dire à quelqu'un « Hey, savais-tu, la cigarette, c'est pas bon pour les poumons? » Comme, il y a personne qui sait que c'est bon il y a personne qui sait que c'est pas bon pour la santé. Ouais. Mais il faut générer chez quelqu'un les raisons qui le pousseraient à faire le changement, puis d'être un vecteur pour que ces raisons prennent de plus en plus grande amplitude. C'est ça, l'entrevue motivationnelle. On n'a pas le choix, je pense, à ce moment-ci du podcast, de faire le virage vers les petits travers là, de notre... Je veux peser les bons mots. Là. Les défis Ouais. qui attendent les prochaines générations de professionnels de la santé, bien humblement, là, par rapport à l'expertise qu'on a qui est toute jeune, mais par rapport au choix des mots utilisés. Tu sais, comme tu viens de dire, l'importance de ne pas se mettre en opposition quand on veut expliquer aux gens que la cigarette, c'est mal. Parce que de toute façon, je veux dire, c'est une information connue de tous. Exact. Le problème ne réside pas là. Ouais. Ça me fait penser à une pub récente. Le gouvernement, des fois, il engage des bonnes agences de prod. C'était une publicité sur le port du masque. Je sais pas si tu l'as vu, cette publicité. C'était une publicité web. Puis là, ça disait... t'avais une jeune fille dans un party de famille qui disait « Ouais, mon chum, il n'est pas venu aujourd'hui parce qu'il était vraiment enrhumé. Donc, il a décidé de vous protéger tous puis de ne pas venir au party de famille. » Puis là, t'as comme le père qui dit « Oh, wow! Tiens, voilà les clés de mon char. » Puis là, la maman a dit « Oh, il donne la maison! » Ah, là, mon Dieu! Ouais, c'est comme comprends. super bon parce que ça, c'est vraiment au niveau... de la relation sociale, l'impact que ça a. Puis là, j'étais comme, ça, c'est vraiment une autre manière d'aborder justement les enjeux comme le bien-être collectif dans le port du masque versus dire le masque protège à X%, genre. Puis ça marche pas. Tu sais, manger des fruits et légumes, qui sait pas que c'est bon pour la santé? T'sais, tout le monde sait ça, mais les gens le font pas tout le temps, puis c'est pas tout le monde qui le fait. Fait que, tu sais, clairement, ça marche pas, les campagnes de santé publique comme ça de base où on dit il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Il y a d'autres façons qu'il faut repenser ça. Je pense que le premier changement, puis l'endroit où on peut avoir un effet à travers l'éducation qu'on fait, par exemple, présentement, là, c'est de sensibiliser peut-être sur l'utilisation du choix, utiliser les bons mots lorsqu'on entre en relation avec le patient. Trop souvent, puis là, on va parler chacun, toi et moi, peut-être avec notre chapeau de physiothérapeute, le fait que les gens te parlaient de la condition d'arthrose, le fait que les patients, parfois, ont des croyances qui sont malheureusement véhiculées par d'autres corps professionnels, là, puis il n'y a pas un corps professionnel qui est plus à blâmer qu'un autre, là, c'est vraiment distribué également, je pense. C'est saupoudré. Généralisé. Par rapport à cette crainte-là, on va commencer par une chose simple, là, que le mouvement, mettons, là, ça peut être dommageable. Exact. Que le mouvement, c'est dangereux. Exact. Parce qu'on a des patients qui vont... Moi, j'en ai beaucoup, des cyclistes, parce que l'histoire typique, c'est j'ai arrêté la course à pied. Ouais. Mon XYZ m'a dit que je ne pouvais pas courir parce que j'avais de l'arthrose au genou. Tout ce qui me reste, c'est le vélo. Ouais. Puis à chaque fois, ça me bouleverse un peu parce que je sais exactement... l'effet négatif que ça a, cette croyance-là, sur la personne. Puis je veux pas me mettre en opposition. Puis malheureusement, honnêtement, je pense que je le fais. Là. C'est dur de pas se fâcher quand ça arrive. De pas se fâcher, là, de dire, OK, il faut pas que je me fâche parce que, anyway, ce que je vais faire, c'est juste polariser entre deux professionnels où le patient, c'est juste de se retrouver dans mais qu'est-ce que je dois faire? Parce que là, il y en a un qui me dit ça, l'autre me dit le contraire. Sur Internet, il me dit une autre affaire. Comment je fais pour m'y retrouver, tu sais. Fait que moi, j'aimerais ça qu'on discute du choix des mots à utiliser. Puis à l'université, moi, quand j'ai terminé à la maîtrise, on a eu des cours sur la douleur chronique, un autre sujet qu'on veut aborder ensemble aujourd'hui. Mais tu sais, l'utilisation du choix des mots. Je suis même pas sûr que c'est une phrase, mais est-ce que choix du choix des mots. Oui, faire le bon choix de mots quand on parle d'une condition, par exemple. Tu veux-tu nous parler un petit peu par rapport à la douleur chronique? C'est vraiment une de tes sphères, un de tes dadas, on va dire. Par rapport à l'importance que ça a, puis l'effet néfaste que ça peut avoir. Mais tu sais, moi, je reviens tout le temps à quelque chose de très simple. Tu sais, la première loi en médecine, avant tout, ne pas nuire. Fait que tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, si tu n'es pas au moins sûr que ces choses-là vont pas nuire, ben c'est correct.
Fait que le but, c'est soit de rien faire ou d'aider une personne, mais Ouais. tu veux absolument pas nuire. Fait que si t'es pas la personne la mieux placée avec l'ensemble des connaissances puis de l'expertise pour prendre position sur un choix de mots, une recommandation, par exemple, arrêter la course quand tu as de l'arthrose, ou pour amener le patient dans l'atteinte de ses objectifs jusqu'au final, tu sais, au bout, mais fais juste rien dire. Puis réfère à la personne qui va avoir l'expertise adéquate. Fait que je pense que ça, c'est la première chose. Puis ça fait peut-être un lien avec la confiance dans l'incertitude. S'il y a quelque chose que tu sais pas, c'est correct de dire « je le sais pas ». Puis de peut-être aller voir la personne qui aura la bonne réponse pour ça. Fait que c'est peut-être un premier élément de réponse, tu sais. Puis après ça, ce qui est difficile, c'est que comment tu peux savoir... Si tu n'as pas la connaissance même, comme clinicien, que de dire à quelqu'un « arrête de courir, tu as de l'arthrose, c'est dangereux », si toi-même, tu le sais pas que ça peut nuire au patient, ben comment tu fais pour pas le faire? Fait que ça, c'est un autre défi qu'on a. Fait que, tu sais, après ça, ça fait un peu un lien avec comment on reste... Tu sais, il faut comme rester à jour, mais c'est difficile de rester à jour sur les bonnes pratiques, les bonnes données. Mais tu sais, moi, en tout cas, c'est vraiment un gros défi. C'est un sujet vaste. Ouais, c'est parce vraiment que, un gros défi. c'est tellement pas... Je vais utiliser le mot... c'est tellement pas vendeur. Je vais utiliser le mot vendeur. C'est tellement pas vendeur d'être nuancé. Ouais, c'est ça. C'est tellement pas vendeur de dire à un patient qu'en ce moment, on n'en a aucune idée. Puis pas de manière personnelle, mais de manière scientifique. Mhm. On sait que les traitements de capsulite à l'épaule, 52 semaines. Ouais. Mais en tout cas, la capsulette, c'est un autre sujet, là, mais Ouais. j'ai présenté là-dessus la semaine passée, fait que j'ai... OK, vas-y. Faut que je me mette à jour, je t'écoute. Non, ben en tout Pas cas... que j'ai particulièrement des clientèles avec des capsulites, mais je t'écoute, ça m'intéresse, super. Je veux savoir. Non, mais grosso modo, comme je pense que le plus gros enjeu des capsulites qui traînent, c'est les facteurs psychosociaux. Fait que, tu sais, les capsulites qui traînent, puis tu sais, je pense que la moyenne dans la littérature, c'est 36 mois, là, quand tu prends toutes les capsulites. Mais comme si on sous-classifiait mieux, puis que tu élimines tous ceux qui ont des facteurs psychosociaux, comme honnêtement, moi, les patients que je vois qui ont des capsulites, textbook, qui n'ont pas d'inquiétude, puis qui ont comme pas de facteurs autres psychosociaux, c'est plus du 5-6 mois là, que du 12 mois. Mais tu sais, injection de cortisone rapide pour la phase initiale, puis après ça, physio avec exercice. Les mobilisations aident aussi, là, il y a de la littérature là-dessus. Mais voilà, il faut être patient avec les capsulites. Parenthèse capsulite. Cet épisode du podcast Jamais assez vous est présenté par les bibs, les cuissards à bretelles Red White Apparel. Red White Apparel, c'est une entreprise qui se consacre exclusivement à la fabrication de bibs en termes cyclistes, très, très haut de gamme. J'ai eu la chance de rouler les bibs Red White dans les 3 derniers mois. Personnellement, j'utilise la grandeur médium qui me convient à merveille. Là, vous vous dites, Guillaume, là, je ne peux pas acheter un bib sur Internet, je ne sais pas quelle grandeur utiliser. Sachez que leur grandeur, leur charte de grandeur est extrêmement utile et vous pouvez communiquer avec eux si vous avez des doutes. La grandeur médium qui a été choisie, on a aussi le choix de faire des longues ou des courtes jambes là, dans notre choix de bib. Il y a vraiment toute une sélection. Ils sont exclusivement consacrés, ils ont très peu de produits et donc c'est vraiment un gage de qualité quand on sait qu'une entreprise se consacre exclusivement à un seul produit cycliste. Pour ceux qui sont dans la version vidéo, ici, vous voyez que les paddings utilisés dans les Red White Apparel, dans les bibs, sont extrêmement confortables et sont faites pour l'endurance. Donc, tous ceux qui veulent accomplir des longues distances, on a ici affaire à un bib qui est plus épais que la moyenne et qui vous apporte beaucoup de confort à long terme. Donc, le cuissard Red White, c'est un cuissard que j'ai porté dans les 3 derniers mois, comme je vous disais. Et pour n'importe qui prend de l'âge comme moi, dans la trentaine, et qui maximise son confort au niveau de son périnée, n'oubliez pas, petit conseil de pro, en plus d'utiliser un chamois de qualité, en plus d'utiliser un cuissard de qualité, d'utiliser de la crème de chamois, ça peut faire toute la différence. Sur ce, je remercie Red White Apparel d'avoir soutenu le podcast avec leur bib de qualité. Et si vous êtes un cycliste d'endurance qui veut faire des longues distances, allez jeter un coup d'œil. Sur ce, bonne écoute. Le prochain point où je veux t'amener, moi, Alexis, c'est de parler de ta blessure à l'université. Tu me parlais que c'était quelque chose que tu avais vécu puis qui t'avait beaucoup appris sur, ou du moins en rétrospective. Ouais. Maintenant que tu as pris des connaissances de physiothérapie, que tu as rencontré plein d'experts dans la réadaptation, dans la santé, dans la psychologie, dans la motivation, dans la nutrition. Cette blessure-là, en rétrospective, premièrement, c'était quoi? Puis comment tu as passé au travers? Ben, c'est ça. Ben, dans le fond,
À l'université, on a les interfacs, qui sont des tournois de plein de sports. Puis grosso modo, on joue au hockey cosum, puis j'ai mis le pied sur un bâton. Fait que j'ai fait la split, quelqu'un est tombé sur moi. Fait que je me suis blessé à la hanche. Puis, tu sais, la première personne que j'ai vue, c'est une physio, parce que je connaissais la physio. Fait qu'elle m'a évalué, puis elle a dit, bon, ben, ça ressemble à une déchirure du labrum de la hanche. Fait qu'on va passer à un IRM pour voir si c'est ça, tu sais. Fait que là, je vais voir mon médecin de famille pour avoir une référence pour un IRM. Le médecin de famille dit, c'est pas mon expertise, on va aller voir un médecin du sport. Fait que je suis référé en médecine du sport. La médecin du sport m'évalue, elle dit, ça ressemble à une déchirure du labrum, on va passer un IRM. Je passe un IRM, puis là, finalement, ils disent, bon, on le voit, mais on pourrait être encore plus précis avec un arthro-IRM. Fait que je passe un arthro-IRM, tu sais. Puis, dans le processus de tout ça, moi, je suis allé en physio, j'ai fait des exercices, puis je suis récupéré à 100%. Là. Donc, entre-temps, tu récupères à 100% de ta fonction puis tu n'as pas fini la série d'examens diagnostiques. Exact. Fait que là, tu sais, des semaines... Fait qu'ils me mettent sur une liste d'attente pour voir un chirurgien orthopédique, là. Tu sais? Fait que je me fais appeler par le chirurgien, genre, je sais pas, moi, j'étais en train de rédiger mon projet de maîtrise, là. On était plus tard dans l'année, puis il me dit, ouais, il y aurait une place d'opération, ben, il y aurait une place pour une consultation avec le chirurgien orthopédique. Puis j'avais quasiment oublié c'était pourquoi, puis je suis comme, non, je suis 100% rétabli, tu sais. Fait que, tu sais, au final, tu sais, quand on parle de avant tout ne pas nuire, tu sais, je pense pas qu'ils ont nuit tant que ça. On n'a pas nuit à mon processus, mais l'autre élément, quand on parle de décision clinique, c'est comme les choses qu'on va faire, les examens et les investigations, ça va-tu réellement changer le plan de match au final? Tu sais, la première question qu'on devrait se poser, c'est comme, est-ce qu'on va vraiment opérer ça? Si on considère que le traitement conservateur, qui est un drôle de terme, là, mais le traitement de physio, c'est la bonne chose à faire. Non invasif. Non invasif. On va même pas faire les autres interventions parce que les autres interventions vont juste nous donner une idée si on fait une chirurgie. T'sais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de ça dans le monde de la physio puis dans la médecine. On fait beaucoup d'actes et de décisions qui ne changent pas le plan de match. Puis moi, je suis obsédé par des tests et des évaluations qui changent la pratique ou qui changent notre orientation. T'sais. Je pense que chaque test que tu fais, chaque prescription, chaque demande d'évaluation, investigation, à chaque fois qu'il y a une chose, la réponse obtenue devrait orienter ou changer le plan de match. Fait que soit pour éliminer quelque chose qu'on pensait qui était grave ou pour confirmer qu'on va faire une approche de traitement. Si tu passes un rayon X puis ça dit qu'il y a de l'arthrose, puis qu'il y avait eu de l'arthrose ou non, tu aurais fait de la physio, mais c'est un rayon X complètement inutile. Exact. Dans un monde où on pense à nos coûts de santé puis tout ça, ben, on veut être dans l'optimisation des soins de santé. Fait que, moi, c'est vraiment le mindset que j'ai par rapport à ça. Fait que je suis un peu obsédé avec ça, moi. C'est vraiment très pertinent dans le dans le contexte où on fait probablement de la surprescription. Ben oui. D'imagerie qui est extrêmement coûteuse. Ben, les données au Canada, c'est 30% de tout ce qu'on fait en santé qui est inutile. C'est cher, là. 30%. Je ne veux pas décourager les gens parce qu'on fait quand même, on fait bien les choses bien, tu sais. Puis il y a beaucoup d'enseignements puis beaucoup de gens qui travaillent pour que ce soit encore plus optimal. Mais tu sais, on est comme dans une période où on remet beaucoup en question comment on va gérer le système de santé dans le futur. Fait que je pense qu'il y a de l'espoir pour s'améliorer. Puis tu sais, même si on se considère même si on se considérait ordinaire, mais parfait, si on est ordinaire, ça veut dire qu'on peut être encore mieux. Fait que s'il y a de l'espoir pour s'améliorer et que ce soit mieux. Mais c'est un paradigme de conception de la... C'est un paradigme aussi de dégénération. C'est-à-dire que certaines générations... puis tu sais, nous, on est la première génération à faire comme « Hey, il y a du surdiagnostic d'examens médicaux. » Ouais. Fait que la clientèle qui se présente en ce moment, c'est un paradigme relié à l'éducation aussi, parce que de pouvoir changer, au final, là, quand le patient il se présente à l'urgence parce qu'il veut une imagerie, là, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites en amont. Ouais. Puis encore une fois, c'est pas vendeur de vendre de la prévention puis de vendre de l'éducation. Mm-hmm. Donc, il faut que tu continues ton podcast, Alexis. Ouais, c'est le plan. Mais je voulais juste faire le détour par rapport à un truc de bike fitting, OK, à la clinique. Puis je trouve ça intéressant de raconter cette histoire-là parce que quand tu as dit chacun de mes tests ou de mes choix d'intervention doit m'apporter quelque chose, j'ai souvent eu cette discussion-là. J'ai des clients qui me demandent si on utilise un système de capture de mouvement électronique à la clinique dans ma pratique. Pour voir le mouvement. Pour voir le mouvement sur le vélo puis de quantifier... de quantifier les angles aux genoux, par exemple, de quantifier qu'est-ce qui se passe dans le pédalage. Je suis
je suis pas une victime, là, mais on pourrait dire qu'on est victime dans cette demande-là des cyclistes de ce que le bike fit représente dans l'imaginaire collectif. C'est-à-dire une machine qui nous dit comment mettre la hauteur de selle, etc. Puis une des discussions que j'ai avec mes patients, puis avec les étudiants aussi, tous ceux qu'on forme, ils nous demandent pourquoi on n'utilise pas ça, parce que eux, dans leur background, dans leur croyance, le bike fitting, c'est une machine qui capture le mouvement, puis qui dit de manière, puis là c'est très important, le mot, de manière très précise quels sont les angles au genou, quels sont, étant donné que c'est une machine informatique, que c'est un système de capture de mouvement, nécessairement, le niveau de précision est meilleur que celui d'un humain. C'est une approche très biomécanique précise. C'est très biomécanique, c'est très cartésien, puis nécessairement, nous, on est super chanceux. On a une population qui se présente en clinique qui est hyper éduquée, qui est hyper cartésienne aussi en général, parce que le monde du vélo, on est vraiment, c'est surreprésenté. Là, les gens ont un esprit cartésien pour leur plan d'entraînement, leur plan nutritionnel, etc. Puis, j'ai tout le temps la discussion, puis cette discussion-là, je l'ai eue avec Eric Morin à Seattle la première fois que je suis allé en 2015, sur le fait que lorsqu'on place des capteurs pour prendre les mouvements, les erreurs, anticiper quelles sont les erreurs de mesure d'un instrument, c'est hyper important. Parce que le système de capture de mouvement, là, il dépend de où tu as mis les repères anatomiques. Est-ce que tu connais les repères anatomiques? Et est-ce que ces capteurs-là de mouvement vont bouger? Parce que si tu les mets sur un cuissard de vélo, big news, ils vont bouger pendant que tu pédales. Donc, est-ce que ce que tu mesures, c'est vraiment ce que tu veux mesurer? Première des choses, est-ce que ta mesure est valide? Est-ce qu'elle est précise? Est-ce qu'elle est fiable? Puis c'est toute une discussion que j'ai, puis je l'ai fait dans le podcast parce que je me dis, je vais le dire une fois pour tout au grand jour, mais j'ai toujours dit que j'achèterais un système de capture de mouvement le jour où j'améliorerais mon intervention avec ça. Ouais, c'est ça. Faut que ça change l'outcome. En ce moment, j'ai dit, si j'ai pas de preuve que je peux améliorer mon intervention puis aider mes patients de manière avantageuse avec un nouvel outil, j'ai pas besoin du nouvel outil. Exact. Sauf que c'est pas vendeur de faire de la goniométrie sur mes patients cyclistes. Par contre, ma goniométrie, c'est pas ça qui fait ma valeur de clinicien en positionnement cycliste. C'est mon évaluation de la condition de mon cycliste, puis après ça, de l'installer sur le vélo avec mes connaissances qui sont plus reliées au monde du vélo, au monde du bike fitting. Mm-hmm. Mais c'est cette conjoncture-là. C'est comme si toute la pertinence puis la valeur d'un système de bike fitting, c'était l'utilisation de la machine, alors que moi, ce que je positionne, c'est un corps humain. Fait qu'il faut que je comprenne le corps humain. Mais bref, tout ça pour dire que non, nous n'utilisons pas de système de capture de mouvement. Puis dans mon discours, j'ai dit ça à certaines compagnies. J'ai dit, le jour où où je vais être convaincu que le système va m'améliorer, honnêtement, je vais l'acheter. Ben oui, c'est clair. J'attends juste ça. Quand ça va changer ta pratique, ça va t'aider à aider plus de gens plus vite. Puis l'autre chose, c'est que ces systèmes-là valent plusieurs dizaines de milliers de dollars. Puis il faut que je prenne en compte le fait que cette facture-là, elle va revenir au patient à la fin de la journée. Ben oui. Donc, est-ce que si je dois augmenter mes séances de 50, 100 dollars pour un positionnement cycliste, est-ce que ce 100 $-là, il améliore suffisamment pour... Cost efficiency. Cost efficiency pour, justement, assurer la valeur de mon service. Est-ce que j'augmente vraiment tellement mieux mes interventions que je peux augmenter mes prix de manière vraiment significative? Oui, mais clairement. Puis, tu sais, fais des parallèles avec comme le diagnostic anatomique d'une blessure. Tu t'es fait mal au genou. Bon. Ben, on revient à ton labrum, on revient au fait que c'est ça, exact. Le point, c'était comme si toi, tu étais parti dans une direction, finalement, tu n'étais même plus blessé. Puis là, le système continuait à chercher la réponse exacte, le diagnostic précis de quelle structure. Puis ça, on en a parlé en pré-entrevue. L'obsession de trouver quelle est la structure endommagée, alors que finalement, toi, tu avais retrouvé toute ta fonction. Non, tu n'avais pas de douleur. Ouais, je suis 100% correct. Je fais tout ce que je veux aujourd'hui, là. Puis moi, je suis vraiment comme... Puis, by the way, ton labrum, on ne sait pas s'il est en bon état, mais c'est pas important. Non, mais j'ai les résultats, mais on s'en fout. Oui, exact. Mais, grosso modo, moi, je le reverse engineer encore. Si tu vas au bout du plan de match, la première question, c'est comme, bon, pour un labrum à la hanche, est-ce que la chirurgie, c'est mieux que la physio? Ben, en ce moment, la réponse, c'est non. Après ça, si on voulait considérer une chirurgie, est-ce que ce patient-là est un bon candidat à la chirurgie? Mais si c'est non, mais là, après ça, mais il faudrait une imagerie pour savoir s'il y a un candidat à la chirurgie, mais il ne l'est pas. Fait oublie l'imagerie. On peut tellement sauter d'étapes. Mais comment on fait pour vendre? Moi, ça me
Ça me fascine parce que je suis comme, si on réussit à vendre cette idée-là Mhm. aux patients, puis à tous les jours, je fais cette vente-là, entre guillemets, à mes patients. Ouais. Parce que souvent, ils me disent, ah, je pense que c'est mes cales, j'ai mal aux genoux. Là, moi, j'essaie de recentrer, je dis, vous avez mal aux genoux. Ouais. Si vous n'aviez pas mal aux genoux, vous ne seriez pas dans la clinique. Ouais. Là, ils répondent oui. Mhm. Là, je leur dis parfait. Fait que le problème, c'est que vous voulez plus avoir mal aux genoux. C'est vraiment ça. Parfait. Des fois, ça vient des cales, des fois, ça vient de la hauteur de selle. Mais le point, c'est pas que c'est vos cales qui sont croches. Le point, c'est que vous avez mal aux genoux. Fait qu'on va se concentrer sur vous redonner cette pleine fonction. Peu importe quelle est la solution. Fait que, tu sais, je pense que c'est comment on vend à tous les jours l'incertitude qui entoure la prise en charge des blessures musculo-squelettiques, alors qu'on a des dizaines, quelques dizaines d'années, plusieurs décennies de médecine qui est consacrée à le diagnostic de la structure qui est mécaniquement défaillante. Ben, la première chose, ça va être éventuellement de migrer vers un système où on a tout le temps le bon professionnel au bon moment, au bon endroit. Fait que, tu sais, clairement, à l'urgence, ça va être toutes des physios qui vont évaluer les cas de blessures. Musculo-squelettiques. Les physios vont avoir plus de place dans le public. On va avoir accès à des physios en public en première ligne. Ce ne sera pas notre médecin qu'on va aller voir quand on a mal aux genoux puis qu'on s'est blessé. T'sais. Mais ça prend du temps. Fait qu'il faut comme faire confiance au processus, donner le temps aux choses de changer. T'sais. C'est un gros bateau à tourner, le système de santé. Fait que ça, c'est une chose. Puis après ça, il faut que les cliniciens soient confiants d'intégrer ces notions-là avec leurs patients puis de les amener en confiance. T'sais. Ça peut être, exemple, là, votre genou, là, à votre âge, ça se peut qu'il y ait un peu d'arthrose parce que la majorité de mes patients, ils en ont de l'arthrose. Est-ce que vous saviez que même avec l'arthrose, on peut ne plus avoir mal? Ça vous tente dessus? Parfait, je sais exactement quoi faire pour vous amener là. Ça vous tente dessus? Excellent. On pourrait repasser un rayon X dans 3 mois. L'arthrose pourrait être encore là, mais vous n'auriez plus de douleur. Seriez-vous content avec ça? Oui, good, on a un plan de match. Puis là, tu cibles des objectifs. T'sais, l'objectif, c'est, moi, je veux retourner sur le vélo puis faire mon 100 km. Parfait, good. Je sais quoi faire comme exercice, je sais quoi faire comme plan de match pour te ramener à faire ça. Fait qu'il faut juste mieux encadrer. Puis on ne pourra pas faire disparaître les craintes puis les questions des patients sur les structures puis les imageries. Ça fait partie du monde médical, on les a. Il faut juste être mieux outillé pour savoir comment répondre à ça. Puis il faut aussi que les physios eux-mêmes aient moins peur des structures blessées. T'sais, parce que des fois, les physios eux-mêmes ont des blessures puis ils veulent savoir exactement si c'est leur ménisque ou quelque chose, alors que ça ne changera pas ce qu'on va faire comme intervention. Fait que c'est dur de pouvoir transmettre ça aux patients quand toi-même tu as tes propres biais. T'sais. Fait que je pense que c'est un équilibre un peu dans tout ça. On va parler juste brièvement des billets. T'sais. On a les billets de confirmation, les billets d'identité, les billets de première impression. Il y a plein de billets qui existent. Ouais. Puis, tu sais, moi, je suis victime de ça dans ma pratique à force de voir des vélos les 8 dernières années. Il y a certains patrons cliniques que je vois souvent. Ouais. Puis des patrons cliniques, c'est avantageux parce que ça nous permet de tomber sur le cruise control. Mais tomber sur le cruise control, c'est dangereux aussi. Exact. Il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Donc, tu sais, nous, ce qu'on parle souvent, c'est la triade malheureuse. Ils ont des engourdissements aux parties génitales, des douleurs. Fait qu'ils baissent le nez de la selle. Le nez de la selle est baissé. Ils se retrouvent à projeter du poids sur le guidon. Ils ont trop de tension, trop de poids dans les mains, tension dans les trapèzes. Ouais. Moi, ces clients-là, c'est 30 à 40 % des gens qui rentrent à la clinique. C'est ce patron clinique-là qu'on voit. Là, le problème, c'est que quand on passe sur le cruise control avec ça, des fois, on passe à côté d'autres choses. Ouais. Fait que si on parlait aux futurs cliniciens, c'est quoi les biais à faire le plus attention lorsqu'on commence à prendre confiance dans notre pratique? Je pense, tu sais, le biais de confirmation, c'est tellement difficile à se départir. Ouais. C'est-à-dire qu'on va trouver ce qu'on cherche. Exact. Fait que, tu vas influencer la façon que tu demandes une question à quelqu'un pour avoir la réponse qui va te rassurer ou que tu vas être content d'avoir. Qui va fitter dans ton patron clinique. Exact. Fait que, tu sais, quand tu fais quelque chose, puis que si le patient répond non, ça te fâcherait, tu es probablement dans un biais de confirmation, si tu n'as pas la réponse voulue. Mais comment on évite ça? C'est vraiment tough, hein? Il faut les connaître. Ben, il faut les connaître, puis il faut accepter que ça fait partie de nous, puis qu'on ne pourra jamais les éliminer à 100 %. Puis, tu sais, je pense que c'est peut-être de reconnaître quand est-ce qu'un biais de confirmation peut être dangereux versus quand est-ce que ça n'aura pas tant d'impact, tu sais. Quand est-ce que ça devient dangereux, c'est quand, à cause de tes reconnaissances de pattern, ben, tu te mets à ignorer des signes et symptômes qui pourraient être, par exemple, des pathologies un peu plus graves qu'on voit très rarement. T'sais. Fait que quand tu vas poser une question, mettons,
la fameuse question de l'incontinence urinaire. Tu sais, mettons, on sait que ça peut être un des signes problématiques si tu aurais une compression de la queue de cheval, mettons les nerfs dans le dos. Ben, tu vas pas demander ça, genre, ah, mais vous avez pas d'incontinence urinaire. Hein? Tu sais, tu t'influences la réponse parce que tu veux pas qu'ils disent non. Exact. Fait que c'est ça. Puis après ça, c'est quand tu as la réponse, ben, c'est savoir quoi faire puis quelle démarche tu entreprends avec le patient à ce moment-là. Mais ouais, c'est vraiment tough, honnêtement. Pour vrai, on se départira jamais de tous nos biais. On est des êtres humains avec des cerveaux. Puis, tu sais, j'ai fait quelques formations en ligne dans les dernières années. Puis j'ai pris ces formations en ligne-là. Puis j'ai monté une mini-formation de transfert de connaissances pour les physios à ma clinique. Puis ce processus-là, ce que ça m'a amené à comprendre, c'est que même ceux qui donnent des formations ont des biais. Puis interprètent la littérature scientifique avec leurs propres biais. Ben, c'est parce que quand tu te retrouves à donner une formation, tu te retrouves à être les gens t'accordent la position de preacher. Ils viennent parce que ils veulent faire, entre guillemets, comme toi, ou ils veulent apprendre à faire les choses de la manière que tu le fais. Et tu as un message souvent à passer. Tu sais, j'en ai donné de la formation. Tu sais, clairement, il y a des messages qu'on veut faire passer, qu'on pense qui sont importants pour la mission globale d'améliorer la qualité de la physio. Tu sais. Mais il faut toujours prendre avec un grain de sel les choses qu'on nous enseigne. Puis quand on pense au livre d'Adam Grant, il faut repenser tout. Il ne faut pas prendre tout pour acquis. Mais tu sais, quand j'ai fait ce travail-là, mettons, je reçois une formation, puis je veux la transmettre à mes physios. Mais j'ai relu tous les articles de la formation. Puis le message, la façon qu'est interprétée la littérature, c'est pas tout à fait la même façon que moi, je le voyais nécessairement. Fait que, tu sais, faut toujours faire attention avec ça, puis juste garder l'esprit ouvert, que même quand un expert cite la littérature, il cite soit son interprétation de la littérature, ou il cite la façon qu'il la voit avec ses biais à lui. Fait que, tu sais, c'est toujours... c'est pas dangereux, mais faut garder l'esprit ouvert. Puis, il faut être à l'aise avec les nuances. Je pense qu'une des choses avec lesquelles, les messages clés avec lesquels les auditeurs doivent repartir, c'est vraiment le fait d'essayer d'être un petit peu plus peut-être confortable à naviguer l'incertitude. Oui, clairement. De ne pas voir ça comme étant une barrière au savoir, mais plutôt un mode, hein, dans le livre c'est un peu ça, un mode d'apprentissage, une manière d'approcher la connaissance qui est un petit peu plus fluide puis un petit peu plus ouverte au changement. Exact. Fait que ça, je pense que c'est important. Une autre chose qui est importante, si on s'adresse aux patients qui consultent pour une blessure en musculo-squelettique, c'est pour les thérapeutes aussi, je pense que c'est la validation. D'exprimer de la validation par rapport au fait que d'accepter que les gens se sentent d'une certaine manière, même si nous, ça nous met très inconfortable dans nos positions parce qu'on sait que on pense qu'avec le bagage qu'on a, le client n'a pas raison de penser ça. Mais le point, c'est que si on se met en confrontation avec peu importe que ce soit son patient, son partenaire de vie, ses parents ou sa famille, on n'a pas beaucoup de chances d'avancer parce que le point, ça devient d'avoir raison plutôt que de comprendre le comment on en est arrivé là. Clairement. Moi, j'aimerais ça qu'on fasse une ouverture sur comment on fait de la place pour accepter le changement. Quand on est patient, quand on est thérapeute, ou bien quand on accomplit des projets comme ton projet de podcast que tu as démarré, comment on crée de la place pour le changement, parce que là, on a créé beaucoup d'incertitudes chez les gens. Puis c'est très inconfortable, l'incertitude, pour tout le monde. C'est comme une constante, c'est l'incertitude à travers tous nos projets, à travers nos challenges de vie. Comment on fait pour créer de la place pour le changement, pour se laisser cette opportunité-là d'apprendre, puis de peut-être changer nos croyances, notre vision? La première chose à faire, c'est de prendre conscience qu'on a des biais puis des croyances ancrées. Puis que ça, c'est notre bagage de vie qui nous a amené à avoir les croyances qu'on a. Fait qu'il faut être conscient de ça. La deuxième chose, moi, je pense qu'il ne faut jamais arrêter d'essayer d'apprendre des nouvelles choses. Fait qu'il faut lire, il faut écouter des podcasts, il faut s'éduquer, il faut être curieux. Il faut aller voir les gens qui ne pensent pas comme nous. Il faut parler avec ces personnes-là. Il faut lire des livres de gens qu'on n'est pas d'accord. Parce que c'est comme ça qu'on se fait challenger. Tu sais, si on est tout le temps dans une chambre d'écho, qu'on a notre feed Facebook avec toutes les personnes qui pensent comme nous, que dans notre équipe de cliniciens, tout le monde pense comme la même affaire. Fait que, tu sais, dans le monde de la physio, ben, c'est d'aller faire des formations de gens qui sont un peu plus à l'encontre de ce que nous, on pense pour aller voir, ben, c'est quoi les autres courants de pensée. Puis
de se faire challenger. C'est bon de se faire challenger. Ça ébranle un peu la confiance, c'est déstabilisant pour notre ego, mais si tu veux rester ouvert, moi, je pense que c'est quelque chose d'important. Fait que moi, il y a des podcasts de physio que je suis vraiment pas d'accord avec leur façon qu'ils pratiquent, puis que je trouve que leur analyse de la littérature est un peu biaisée, mais je les écoute parce que je trouve ça important de savoir qu'est-ce que les gens pensent, même si c'est pas la même chose que moi je pense. Dernière chose, si on reste dans notre chambre d'écho un petit peu, c'est quoi l'un des podcasts, tu penses, qui pourrait apporter le plus si on choisit un de tes podcasts dans tes 50 épisodes pour les cliniciens? Un pour les cliniciens, puis après ça, un pour les patients. Pour qui ont les une blessure. cliniciens, wow. Et, honnêtement, psychologie de la motivation. Épisode 11 avec Jacques Forêt. Parce que comme clinicien, tu comprends plein de choses. Puis, tu sais, quand on parle d'adhérence à un plan de traitement, on essaie de motiver nos patients à faire des exercices. Mais si tu comprends pas comment la motivation marche, c'est normal. Puis, j'ai fait un deuxième podcast sur la motivation des patients qui est basé sur la même théorie de l'autodétermination avec Jean-Michel Pelletier. Je pense que c'est autour de l'épisode 24-25. Ça, ce serait peut-être comme 2 à combiner pour les cliniciens pour l'aspect motivation avec leurs patients. Merci, Alexis, pour ta participation au podcast aujourd'hui. C'était vraiment super enrichissant. Vraiment plaisir. Puis le podcast pour les patients, épisode 42, les lombalgies chroniques. Parce que même si c'est pas une lombalgie, on a parlé de douleur chronique, puis qu'est-ce qui fait que la douleur persiste, puis à quel point la douleur, c'est quelque chose de fascinant et complexe. Je pense que les gens vont en apprendre beaucoup. Je te souhaite 100 autres épisodes de contenu hyper intéressant. Merci, Guillaume. Longue vie à ton podcast aussi. Pareillement. Salut, Alexis. Chers amis, merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner ou de télécharger l'épisode. N'oubliez pas d'utiliser le code promo PhysioVélo sur toutes vos commandes futures avec les liens dans la description sous le podcast. On se voit dans le prochain épisode. À bientôt. Ciao.